Son pneu a éclaté sur une autoroute déserte. Elle a envoyé un texto à son frère pour obtenir de l'aide, mais a fait une erreur de chiffre. Quelques minutes plus tard, un chef de la mafia est arrivé avec son convoi, pensant qu'elle était l'une des siennes. Ses rivaux ont pris des photos. Maintenant, ils pensent qu'elle est son informatrice, et il est le seul à se tenir entre elle et une balle. La pluie battait le pare-brise comme des balles, alors que Lena Harper plissait les yeux dans l'obscurité, ses jointures blanchies sur le volant. L'autoroute 47 s'étendait à l'infini devant elle, un ruban noir traversant des kilomètres de vide. Dans le rétroviseur, Amelia, 6 ans, dormait paisiblement dans son siège rehausseur, serrant son lapin en peluche. « Encore juste 20 miles, murmura Lena à elle-même, vérifiant l'heure. Il était 11h47, 23h47. Elle n'aurait pas dû rester si tard chez sa mère à Cedar Falls, mais Amelia s'amusait tellement avec ses cousins. Maintenant, elles en payèrent le prix. La tempête était apparue de nulle part, le genre d'averse soudaine qui transformait les routes en rivières. Lena leva le pied de l'accélérateur, sa vieille Honda Civic gémissant en luttant contre le vent. Elle commençait tout juste à se détendre quand elle l'entendit, un bruit comme un coup de fusil. Bang! La voiture vira violemment à droite. Le cœur de Lena s'arrêta alors qu'elle luttait avec le volant, son pouls battant dans ses oreilles. La direction semblait anormale, lourde et traînante derrière elle. Amelia s'agita, mais ne se réveilla pas. « Non, non, non !» marmonna Lena, guidant prudemment la voiture sur le bas-côté. Au moment où elle s'arrêta, elle sut. Le pneu arrière avait éclaté. Elle attrapa son téléphone, les mains tremblantes. L'écran affichait une seule barre de signal. Dehors, la pluie ne montrait aucun signe d'apaisement, et l'autoroute était complètement déserte. Pas une seule voiture n'était passée au cours des 10 dernières minutes. Lena fit défiler jusqu'au contact de son frère Marcus. Il habitait à seulement 15 minutes de là. Il pourrait venir l'aider à changer le pneu. Ses doigts tremblaient pendant qu'elle tapait. Pneu éclaté, bloqué sur l'autoroute 47, borne kilométrique 23, près de l'ancienne Grange Miller. S'il te plaît, dépêche-toi, la tempête est forte, j'ai peur. Elle envoya le message et se sentit immédiatement mieux. Marcus viendrait, il le faisait toujours. Ce que Lena ne remarqua pas dans sa panique fut le dernier chiffre du numéro. Le 6 qu'elle avait voulu taper apparut comme un 5-5. Une minuscule erreur qui allait tout changer. À 15 miles de là, dans un penthouse du centre-ville surplombant la ville, Damien Vézery était assis dans son bureau, examinant des manifestes d'expédition. À 38 ans, il dirigeait l'opération la plus efficace de la côte Est, déplaçant tout, des cargaisons légitimes aux marchandises moins légitimes, à travers un réseau qui s'étendait sur trois États. Son téléphone, un appareil sécurisé et crypté utilisé uniquement pour les urgences, reposait silencieusement sur le bureau en acajou jusqu'à ce qu'il vibre. Les yeux de Damien se portèrent sur l'écran. Un message sur cette ligne signifiait des problèmes. Seules 5 personnes avaient ce numéro, et elle savait qu'il ne fallait jamais l'utiliser, sauf si des vies étaient en jeu. Il lut le texte une fois, puis une autre. Autoroute 47, borne kilométrique 23, l'ancienne Grange Miller. Ce n'était pas de simples points de repère aléatoires. La propriété Miller avait été un point de dépôt 6 mois auparavant, avant d'être mise au jour lors d'une surveillance de gangs rivales. Si quelqu'un était là maintenant, envoyant des signaux de détresse, Carlo. La voix de Damien coupa le silence. Son bras droit apparut dans l'embrasure de la porte en quelques secondes. Un ancien marine qui se déplaçait comme une ombre. « Patron, nous avons une situation sur l'autoroute 47. Quelqu'un signale depuis l'emplacement Miller. Prends 4 hommes et les SUV. J'arrive juste derrière toi. » L'expression de Carlo ne changea pas, mais sa main se posa sur son arme dissimulée. « L'équipe Vulov » suggéra-t-il, un pressentiment dans la voix. « C'est peut-être ce que nous allons découvrir, » répondit Damien. En moins de 3 minutes, un convoi de 3 escalade noire, rugit hors du garage souterrain, fendant les rues gorgées de pluie comme des requins à travers l'eau. Lena attendait depuis 12 minutes quand elle vit les phares. « Dieu merci !» souffla-t-elle, un soulagement l'envahissant. Marcus avait dû enfreindre toutes les limitations de vitesse pour arriver si vite. Mais à mesure que les véhicules approchaient, son soulagement se transforma en quelque chose de froid et de vif. Ce n'étaient pas les camions usés de Marcus, c'étaient d'énormes SUV noirs, leurs vitres teintées sombres,
se déplaçant en formation parfaite comme un convoi militaire. Ils s'arrêtèrent en demi-cercle autour de sa voiture, les phares aveuglants l'encerclant. Léna retint son souffle. Elle tendit la main et posa une main protectrice sur Amelia, qui dormait toujours miraculeusement. Les portières des voitures s'ouvrirent. Des hommes émergèrent, cinq d'entre eux, tous vêtus de vêtements sombres. Tous se déplaçaient avec une précision mortelle. Ils se déployèrent, scrutant la lisière des arbres avec des lampes de poche, parlant dans des oreillettes d'une voix trop basse pour être entendue au-dessus de la pluie. Les mains de Léna tremblaient alors qu'elle verrouillait les portières, sachant à quel point cela serait inutile. Son téléphone affichait maintenant 0 barre de signal. Elle ne pouvait même pas appeler le 911, 911. Un homme s'approcha de sa vitre, grand et aux épaules larges, la pluie ruisselant de sa veste en cuir. Il fit un mouvement de roulement avec sa main. Baissait la vitre, Léna secoua la tête, se blottissant contre le siège. L'expression de l'homme ne changea pas. Il leva la main et un autre SUV s'arrêta, différent des autres. Plus élégant, plus cher. Un homme en sortit qui faisait paraître les autres comme des ombres. Même sous la tempête, il imposait sa présence. Cheveux foncés, mâchoire ciselée, yeux qui ne laissaient rien échapper. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que la voiture de Léna, complètement indifférent à la pluie. Il s'approcha de sa vitre, et cette fois, il n'y eut aucune demande. Il tapota le verre du bout des doigts, son regard la fixant. Quelque chose dans ses yeux fit bouger sa main vers le bouton de la vitre. Elle la baissa de 2 pouces. « Qui vous a envoyé ?» Sa voix était basse, contrôlée, avec une pointe qui suggérait qu'il connaissait déjà la réponse et la testait. « Personne ne m'a envoyé, je suis juste bloqué. Mon pneu. Autoroute 47, borne kilométrique 23, vieille grange Miller, récita-t-il son texte mot pour mot. C'était vous. L'esprit de Léna s'embrouilla. Comment avait-il... J'envoyais un texto à mon frère, réussit-elle à dire. J'ai dû... Oh mon Dieu, mauvais numéro. C'était un mauvais numéro. Pour la première fois, l'incertitude scintilla sur son visage. Il jeta un coup d'œil à l'homme à côté de lui, Carlo, qui parla doucement dans sa radio. Puis tout se passa en même temps. « Contact !» cria quelqu'un depuis la lisière des arbres. Deux silhouettes sortirent des bois à 50 mètres, courant vers une camionnette délabrée cachée dans les buissons. Les hommes de Damian bougèrent comme l'éclair, les coupant. Il y eut une brève lutte, rapide, efficace, brutale. En quelques secondes, les deux silhouettes étaient au sol, les mains ligotées derrière le dos. Léna regardait avec horreur, la main sur la bouche. La mâchoire de Damian se serra alors que Carlo traînait l'un des hommes sous les phares. Jeune, peut-être au début de la vingtaine, 20, portant un masque de ski qui avait été arraché. « Des opportunistes » rapporta Carlo. Ils surveillaient l'autoroute pour les voitures en panne. Elle allait être leur prochaine victime. Les yeux de Damian revinrent vers Léna, la voyant correctement pour la première fois. Une femme en uniforme d'infirmière, les yeux épuisés, un enfant endormi sur la banquette arrière. Aucune menace, juste au mauvais endroit, au mauvais numéro, à la mauvaise nuit. Mais alors, la radio de Carlo crépita et son expression changea. « Patron, nous avons un problème. » De l'autre côté de l'autoroute, partiellement cachée derrière le support d'un passage supérieur, une camionnette grise était garée, ses lumières éteintes. Au siège du conducteur, un appareil photo avec un téléobjectif capturait tout. Léna se tenait à côté des hommes de Damian, illuminés par les phares du SUV, au milieu de ce qui ressemblait à une opération criminelle. « L'équipe de Vulkov » dit Carlo doucement. « Ils nous suivaient. » La mâchoire de Damian se serra. Le gang rival avait maintenant des photos de cette femme à leur emplacement avec son équipe, sur le site exact d'un ancien point de dépôt. Il supposerait bien qu'elle faisait partie de son réseau, une informatrice, un atout. Et la famille Vulkov ne posait pas de questions. Ils éliminaient les menaces. Il regarda Léna, qui le fixait avec une peur grandissante, sentant que quelque chose venait de très mal tourner. « Changez le pneu !» ordonna Damian rapidement. Tandis que ses hommes déplaçaient sa voiture, Damian s'approcha de sa vitre. « Quel est votre nom ?»« Léna Harper. Léna, vous devez m'écouter très attentivement. » Sa voix était calme, mais il y avait une urgence sous-jacente. Ces hommes de l'autre côté de l'autoroute viennent de vous photographier avec nous. Ils vont supposer que vous travaillez pour moi. Comprenez-vous ce que cela signifie? Léna secoua la tête, les larmes lui montant aux yeux. Cela signifie que vous êtes en danger. À cause d'un mauvais numéro, vous venez de devenir leur cible. Le pneu de Léna fut changé en moins de 4 minutes. Les hommes de Damian travaillaient avec une efficacité militaire.
leurs mouvements rapides et précis. Mais Léna le remarqua à peine. Son esprit était bloqué sur ces mots. « Vous venez de devenir leur cible. Je veux rentrer chez moi, » murmura-t-elle, vérifiant Amelia, qui dormait toujours. « S'il vous plaît, je veux juste ramener ma fille à la maison. » Damian l'étudia un long moment, puis acquiesça. « Nous vous suivrons. Nous nous assurerons que vous arrivez en toute sécurité. »« Non !» La voix de Léna se brisa. « Non, je ne veux pas. Je ne veux rien de tout ça. Je ne veux pas que vous me suiviez. Je veux juste que cette nuit se termine. »« Je comprends. » Le ton de Damian était patient mais ferme. « Mais ces hommes dans cette camionnette, ils ne se soucient pas de ce que vous voulez. Ils vous ont vu ici. Ils ont pris des photos. Et tant que je n'aurai pas réussi à les convaincre que vous n'êtes personne, vous avez besoin de protection, que cela vous plaise ou non. » Léna voulut argumenter, mais la peur dans sa poitrine était trop lourde. Elle avait vu le flash de l'appareil photo de l'autre côté de l'autoroute. Elle avait vu comment l'attitude de Damian avait changé en un instant. « Quelle était votre adresse ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis réalisa à quel point il était inutile de refuser. S'il voulait savoir où elle habitait, il le découvrirait. 1247, Milestone 47, Maple Street, district de Riverside. Damian fit un signe de tête à Carlo, qui transmit l'information dans son oreillette. « Mes hommes garderont leur distance. Vous ne saurez même pas qu'ils sont là. »« Ce n'est pas rassurant, » marmonna Léna, mais elle était trop épuisée pour se battre. Elle démarra sa voiture, les mains tremblantes. Dans son rétroviseur, elle regarda les SUV noirs se mettre en formation derrière elle. 2, 2, devant, 1, 1, derrière. Ils se déplaçaient sous la pluie comme des fantômes, maintenant toujours la même distance. Amelia se réveilla alors qu'elles entraient dans les limites de la ville. « Maman, sommes-nous à la maison ?»« Presque, mon bébé, presque. »« Pourquoi ces voitures nous suivent-elles ?» La gorge de Léna se serra. Ils filaient simplement dans la même direction. Ce mensonge, d'une amertume affreuse, la tourmentait. Jamais auparavant elle n'avait menti à Amelia, surtout pas sur un sujet d'une telle importance. 20 minutes plus tard, Léna garait sa voiture devant sa maison. La petite demeure de deux chambres, avec sa lumière de véranda allumée, ses jardinières fleuries aux fenêtres et la balançoire rouillée dans le jardin, était exactement comme elle l'avait laissé. Un foyer simple, sûr. Pourtant, plus rien ne lui semblait sécurisant. Les SUV ne s'engagèrent pas dans son allée. Ils passèrent en glissant, disparurent au coin de la rue. Un instant, Léna se laissa berner, espérant qu'ils étaient réellement partis. Puis, la voiture personnelle de Damian, une berline sombre qu'elle n'avait pas remarquée avant, s'arrêta de l'autre côté de la rue. Il en sortit, scrutant le quartier tranquille de ses yeux vifs et calculateurs, puis traversa la chaussée dans sa direction. « Vous ne pouvez pas rester ici !» déclara Léna avec empressement en débloquant la ceinture de sécurité d'Amelia. « Mes voisins pourraient vous voir. »« Je partirai dans 2 minutes, » répondit Damian à voix basse. « Mais vous devez comprendre une chose. Verrouillez vos portes. N'ouvrez à personne que vous ne connaissez pas. Si vous remarquez quoi que ce soit de louche, peu importe la nature, appelez ce numéro. » Il lui tendit une carte vierge, sur laquelle seul un numéro de téléphone était imprimé. Léna la fixa, comme si elle risquait de la brûler. « Je ne veux pas de ça, je ne veux rien de tout ça. »« Je sais, » dit-il. Pour la première fois, une once de regret traversa son visage. « Mais vous y êtes maintenant, je suis désolé. » Il se retourna pour partir, puis marqua une pause. Son regard s'était fixé sur quelque chose plus loin dans la rue. Léna suivit sa direction. Une camionnette grise était stationnée trois maisons plus loin, moteur allumé, feu éteint. La même camionnette que sur l'autoroute. Toute l'attitude de Damian changea. Sa main glissa à l'intérieur de sa veste, et il parla discrètement dans un dispositif fixé à son col. « Nous avons de la compagnie. Camionnette grise, angle sud-est. Même véhicule du 47e district. » Le sang de Léna se glaça. « Ils nous ont suivis jusqu'ici. Entrez immédiatement, » lança Damian d'une voix ferme. « Prenez votre fille et verrouillez les portes. Ne sortez pas avant que je vous donne le feu vert. Qu'allez-vous faire ? Mon travail. » Léna n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Elle sortit Amelia du siège auto. La petite fille, groggy et désorientée, se précipita vers l'entrée. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle peinait à insérer la clé dans la serrure. Derrière elle, elle entendit des portières de voiture s'ouvrir, des pas et des voix basses parlant sur un ton pressant et haché. Elle entra et claqua la porte, actionnant le pêne dormant. À travers la fenêtre d'entrée, elle observa Damian marcher calmement vers le fourgon gris, flanqué de deux de ses hommes, surgis de nulle part. Le moteur du fourgon accéléra, mais deux SUV noirs bloquèrent ses voies de sortie.
l'encerclant exactement comme il l'avait fait sur l'autoroute. « Maman, j'ai peur », murmura Amelia, enfouissant son visage dans l'épaule de Lena. « Ce n'est pas rien, mon cœur. Tout va bien. » Encore un mensonge, et il s'accumulait un ce soir. L'impasse dura moins d'1 minute. Les portes du fourgon gris restèrent fermées, mais Lena pouvait apercevoir des ombres bougeant à l'intérieur. Puis, lentement, le fourgon recula, trouva un passage entre deux SUV et s'éloigna. Damian le regarda partir, puis se tourna pour regarder droit vers la fenêtre de Lena. Même de cette distance, elle pouvait lire la détermination farouche sur son visage. Il sortit son téléphone, et quelques secondes plus tard, le portable de Lena vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Ils savent où vous habitez. Je déploie des hommes autour de votre pâté de maison ce soir. Vous ne les verrez pas, mais ils seront là. Essayez de dormir. Nous réglerons ça demain. » Lena, les mains tremblantes, répondit. « Comment est-ce arrivé? J'ai juste envoyé un SMS au mauvais numéro. » Sa réponse fut rapide. « Parfois, il suffit de ça pour que tout bascule. Je suis désolé que vous soyez prise dans cette situation. » Elle le regarda par la fenêtre, le voyant retourner à sa voiture. Mais au lieu de partir, il resta garé de l'autre côté de la rue, une silhouette sombre derrière des vitres teintées. Lena monta Amelia à l'étage, l'aida à enfiler son pyjama et l'aborda. Elle lui chanta sa berceuse habituelle, lui embrassa le front et lui promit que tout irait bien le matin. Puis, elle descendit et s'effondra sur le canapé, toujours en tenue de travail, imprégnée de l'odeur de la pluie et de la peur. Dehors, la voiture de Damian demeurait, gardien silencieux ou sombre rappel de son emprisonnement dans un monde qu'elle ne comprenait plus. Son téléphone vibra à nouveau, un autre message provenant du même numéro inconnu. « Un de mes hommes sera sur votre porche. Il s'appelle Marcus. Il ne vous dérangera pas, mais il veillera jusqu'à l'aube. Essayez de vous reposer. » L'ironie ne lui échappa pas. Marcus, le même prénom que son frère, celui à qui elle avait initialement voulu envoyer un message. Lena tira une couverture sur elle et fixa le plafond, sachant que le sommeil ne viendrait pas. Dehors, elle entendit une portière de voiture se fermer doucement, des pas sur son porche. Le grincement discret de quelqu'un qui s'installait. Sa vie était simple 12 heures auparavant. Travail, Amelia, facture, et ainsi de suite. Ennuyeuse, prévisible, sûre. Désormais, un chef de la mafia était garé de l'autre côté de sa rue, et des hommes armés protégeaient sa maison. Tout cela à cause d'un seul mauvais numéro, un seul chiffre qui avait bouleversé son existence. Lena ne dormit pas. Elle somnolait par intervalles de 20 minutes, se réveillant en sursaut au moindre bruit. Une voiture qui passe, des branches qui frottent contre la fenêtre, le craquement de la maison. Au moment où le gris de l'aube se faufila à travers les rideaux, elle se sentit vidée, ne fonctionnant qu'à coups de café et d'anxiété. À 6h30 du matin, elle entendit du mouvement sur son perron, des pas s'éloignant, un moteur de voiture qui démarrait, puis s'estompait au loin. Le garde, Marcus ou quel que soit son vrai nom, était parti avec le lever du soleil. Elle vérifia son téléphone. Pas de nouveaux messages. Une partie d'elle avait espéré que tout cela ressemblerait à un mauvais rêve à la lumière du jour. Ce ne fut pas le cas. « Maman, je peux avoir les pop-tarts à la fraise ?» Amelia apparut dans l'embrasure de la cuisine, traînant son lapin en peluche. « Bien sûr, mon cœur. » Lena s'efforça de faire preuve de gaieté dans sa voix. « Va te brosser les dents d'abord. »« D'accord, normal. » Elle devait maintenir une routine normale pour Amelia. Cela impliquait la routine scolaire. Elle ne pouvait pas laisser une enfant de 6 ans la voir s'effondrer. Mais alors qu'elle préparait le déjeuner d'Amelia, ses mains ne cessèrent de trembler. L'école primaire de Pinewood n'était qu'à 10 minutes de route. Lena avait emprunté ce chemin 1 millier de fois, connaissait chaque feu de circulation, chaque passage piéton. Mais ce matin, chaque voiture derrière elle lui semblait menaçante. Chaque piéton sur le trottoir faisait monter son pouls. « Tu es paranoïaque » murmura-t-elle. « Personne ne te suit. » Puis, elle aperçut le SUV noir, 3 voitures plus loin, qui tenait le même rythme, même modèle que la nuit dernière. Ses phalanges blanchirent sur le volant. « Maman, tu conduis bizarrement » observa Amelia depuis le siège arrière. « Juste fatiguée, chérie. » Le SUV les suivit jusqu'à l'école. Quand Lena s'engagea dans la voie de dépose, il se gara de l'autre côté de la rue, moteur tournant au ralenti. Le cœur de Lena tambourinait, tandis qu'elle aidait Amelia à sortir de la voiture. Le chaos matinal de l'école primaire tourbillonnait autour d'elle. Des enfants qui criaient, des parents qui discutaient, un instituteur qui sifflait pour les élèves de maternelle. Tout était d'une normalité douloureuse, à l'exception des deux
hommes postés près du portail de l'école. Ce n'était un pas des parents. Lena connaissait de vue tous les parents habituels. Ces hommes étaient des étrangers, d'une trentaine d'années, vêtus de blousons en cuir, observant les enfants avec une intensité excessive. L'un d'eux croisa le regard de Lena, le retint un instant un peu trop longtemps, puis détourna les yeux. La glace envahit ses veines. « Viens, ma puce, dit-elle, serrant la main d'Amélia plus fortement que de coutume. « Allons te déposer. »« Aïe, maman, tu me fais mal. »« Pardon, pardon. » Lena desserra sa prise, mais ne lâcha pas. Elle raccompagna Amélia jusqu'à la porte de sa classe, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la première semaine d'école. Madame Patterson, la maîtresse d'Amélia, leur sourit. « Bonjour Amélia, nous commençons notre projet papillon aujourd'hui. »« Vraiment ?» Le visage d'Amélia s'éclaira. Les événements de la nuit passée, déjà oubliés comme seuls les enfants savaient le faire. « Vraiment ? Va ranger ton sac à dos dans ton casier. » Tandis qu'Amélia sautait à l'intérieur, Madame Patterson baissa la voix. « Tout va bien ? Vous avez l'air épuisé. »« Longue nuit, » réussit Lena à articuler. « Je n'ai pas bien dormi. C'était plus facile que la vérité. Je suis surveillée par des criminels et je n'ai aucune idée si ma fille est en sécurité. » Elle embrassa Amélia pour lui dire au revoir et retourna à sa voiture, la peau fourmillant de l'impression d'être observée. Les deux hommes, près du portail, avaient disparu. Le SUV noir était toujours garé de l'autre côté de la rue. Alors qu'elle repartait, il la suivit. L'hôpital Mercy General se trouvait à l'est de la ville, un vaste complexe où Lena travaillait comme infirmière aux urgences depuis 4 ans. Les 12 heures de garde étaient éprouvantes, mais le salaire était correct, et les avantages couvraient les consultations pédiatriques d'Amélia. Aujourd'hui devait être son quart de travail matinal, de 8 heures à 16 heures, une journée ordinaire. Mais en se garant sur le parking du personnel, elle aperçut un autre SUV noir garé dans la section des visiteurs, et celui-ci était différent de celui qu'il avait suivi depuis l'école. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Son téléphone vibra. Un message du numéro inconnu, Damian. « Les hommes qui vous surveillent sont les miens, vous êtes en sécurité. Allez simplement travailler et agissez normalement. » Elle répondit, les doigts tremblants. « Comment est-ce normal? Comment tout cela peut-il être normal? Je sais que ça ne l'est pas, mais l'alternative est pire, croyez-moi. Lui faire confiance à un chef de la mafia. » L'absurdité de la situation l'aurait fait rire si elle n'avait pas été si terrifiée. Lena saisit son sac à main et se dirigea vers l'intérieur, passant son badge d'identification à l'entrée du personnel. L'odeur familière d'antiseptique de l'hôpital la calmait habituellement, mais aujourd'hui, elle la rendait nauséeuse. « Lena, Dieu merci, vous êtes là ?» lança Cheryl, l'infirmière-chef, la saisissant dès qu'elle mit les pieds dans le service. « Nous sommes débordés. Trois infirmières se sont déclarées malades et nous avons un carambolage multiple qui arrive. J'ai besoin de vous en salle de traumatologie 2 immédiatement. » Et juste comme ça, Lena fut entraînée dans le chaos organisé des urgences. Constante vitale, perfusion intraveineuse, évaluation des traumatismes. Un homme de 60 ans avec des douleurs thoraciques. Un adolescent qui s'était cassé le bras en faisant du skateboard. Une femme en travail qui était venue à la mauvaise entrée. Pendant 2 heures, elle oublia presque, se sentit presque normale. Puis, pendant sa pause, elle regarda par la fenêtre de la salle de repos du personnel. Le SUV noir était toujours là, mais à présent, une berline grise s'était garée deux rangées derrière. Pas le même fourgon gris que la nuit dernière, mais suffisamment similaire pour lui nouer l'estomac. À proximité de l'entrée des urgences, un homme vêtu d'une veste sombre simulait de fumer une cigarette. Il restait immobile, les yeux fixés sur la porte, dans une attente palpable. Le téléphone de Lena vibra. Le message était concis et impératif. « Reste à l'intérieur, ne quitte pas le bâtiment seul. » Il était de la part de Damian. Ses doigts se hâtèrent sur l'écran pour répondre. « Il y a des gens dehors. Sont-ils à toi ?» La réplique fut immédiate. Certains d'entre eux, pas tous. Perplexe, elle demanda « Qu'est-ce que cela signifie ?» La réponse éclaira d'une lumière crue la situation. « Cela signifie que tu es surveillé par plusieurs factions. La bande rivale tente de percer ton identité. Mes hommes veillent à ce qu'ils ne s'approchent pas assez pour y parvenir. » Lena s'effondra sur une chaise, ses jambes flageolantes. Quelle ironie! Une vie où chaque passage au travail, chaque dépôt de sa fille à l'école, était orchestré sous la menace constante de criminels, comme si elle était un enjeu capital. « Ça va ?»
Cheryl passa la tête par la porte de la salle de pause, un regard inquisiteur. « Tu as l'air pâle. » Lena répondit d'une voix lasse. « Je vais bien, juste fatiguée. »« Eh bien, va chercher de la caféine. Une autre ambulance est prévue dans deux minutes. » Lena acquiesça, mais l'épuisement l'ancrait à sa chaise. À travers la vitre, elle observa l'homme à la veste sombre écraser sa cigarette sous sa chaussure. Il sortit son téléphone, murmura quelques mots, puis leva les yeux directement vers la fenêtre où elle était assise. Une pensée la traversa. « Il ne peut pas me voir à travers le verre teinté, n'est-ce pas ?» Son téléphone vibra de nouveau. « Il te reste combien de temps à ton poste ?»« Jusqu'à 16 heures. » La réponse de Damian fut catégorique. « Je t'enverrai quelqu'un pour t'escorter à la fin de ton service. Ne te rends pas seul à ta voiture, ne dévie pas du plan. » Lena, sidérée, s'écria intérieurement. « Quel plan? Je n'ai consenti à aucun plan. » La réponse la glaça. « Le plan qui garantit ta survie, ainsi que celle de ta fille. » Lena fixa le message, la gorge serrée. 6 mots, mais une réalité terrifiante. Elle rangea son téléphone et retourna à son labeur, avançant comme un automate, prenant les signes vitaux, consultant les dossiers, souriant aux patients, tout en se sentant comme une cible. Dehors, les observateurs restaient en poste. Les hommes de Damian, les membres de la bande rivale, tous tournaient en cercle, dans l'attente. Lena, mère célibataire, prise au piège au milieu de cette machination, n'avait commis d'autre faute qu'un message envoyé au mauvais numéro. À 15 heures et 45 minutes, son service touchait à sa fin. Mais en jetant un nouveau coup d'œil par la fenêtre, elle constata la présence de trois voitures inconnues sur le parking. Le nombre de surveillants augmentait, et elle devait passer au travers d'eux pour regagner le domicile de sa fille. De l'autre côté de la ville, dans un entrepôt où flottaient les odeurs d'huile de moteur et de cigarettes, Victor Vilov examinait attentivement les photographies étalées sur une table métallique. Son neveu, Anton, se tenait à ses côtés, les bras croisés, l'attente palpable d'un jugement. Les clichés étaient granulés, mais suffisamment nets. Une femme, debout sur la Highway 47, encerclée par les hommes de Damian Vezer. La même femme était aperçue dans une maison du quartier de Riverside, puis à une école primaire, et enfin à un hôpital. Es-tu certain qu'elle était au site Miller-Bourne? L'accent de Victor était prononcé, son anglais précis, mais glaçant. Oui, mon oncle. Nous avons suivi le convoi de Vezer jusque-là. Cette femme était déjà sur place. Elle a envoyé un message. Nous l'avons vue sur son téléphone juste avant leur arrivée. Victor tapota l'une des photos. Et Vezer lui-même s'est montré, pas seulement ses soldats. Il est venu personnellement, et resté avec elle 2 minutes, puis la raccompagner chez elle. Anton se pencha en avant. Il ne fait pas ça pour de simples civils. Elle est importante pour lui. Victor étudia le visage de la femme sur la photo. Elle paraissait ordinaire. Des yeux fatigués, un uniforme d'infirmière, rien de remarquable. Mais cela ne signifiait rien. Les meilleurs informateurs passaient souvent inaperçus. Que savons-nous d'elle? Anton consulta son téléphone. Lena Harper, 32 ans, infirmière à Mercy General. Mère célibataire, 1 fille. Amelia, 6 ans, vit seule dans une maison louée. Pas de dossier criminel, aucune connexion apparente à l'organisation de Vezer, ce qui la rend parfaite, déclara Victor à voix basse. Cachée à la vue de tous, une infirmière a accès aux dossiers hospitaliers, aux informations des urgences. Elle pourrait lui fournir des renseignements sur les opérations rivales, sur qui est blessé, qui arrive avec des blessures par balle. C'était logique, trop logique. Vezer était assez intelligent pour utiliser quelqu'un qui semblait innocent. Elle est protégée, poursuivit Anton. J'ai compté au moins quatre des hommes de Vezer qui se relayaient pour la surveiller hier soir à la sortie de chez elle. Deux autres l'ont suivi ce matin. Un devant l'école de sa fille, un autre à l'hôpital. C'est beaucoup de ressources pour un simple civil. Victor hocha lentement la tête. Plus la protection de Vezer était importante, plus elle devait être précieuse. Nous devons savoir ce qu'elle sait. Tu veux que je l'intercepte? En douceur, pas de violence si nous pouvons l'éviter. Nous posons des questions, elle donne des réponses. Et si elle n'était qu'une infirmière au mauvais endroit? Victor haussa les épaules. Nous la laissons partir, mais si elle travaille pour Vezer, nous l'utiliserons comme levier. Anton sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sa routine nous est familière. Elle dépose sa fille à l'école à 7h45 minutes, travaille jusqu'à 16 heures et récupère sa fille à 17h15
15 minutes, très prévisible. Victor tapota la photo de l'école. C'est notre opportunité, le moment du ramassage scolaire. Beaucoup de parents, beaucoup de chaos. Nous l'approchons comme de simples citoyens et la menons volontairement avec nous. Et les hommes de Vézère, ils garderont leur distance pour ne pas attirer l'attention. Ils ne déclencheront pas de fusillade devant des enfants. L'expression de Victor s'endurcit. Au moment où ils comprendront ce qui se passe, nous l'aurons déjà. À trois pâtés de maison de l'hôpital, Carlos était assis dans une berline banalisée, observant l'équipe de surveillance de la bande rivale à travers des jumelles. Ils étaient maintenant trois, changeant de position, prenant des photos, documentant chaque mouvement de Lena. Son oreillette crépita. « Ils deviennent plus audacieux, patron. » La voix de Damian, calme mais tendue, résonna. « Je sais. Victor n'est pas stupide. Il pense qu'elle est un atout. Elle ne l'est pas, cependant. C'est juste une civile qui n'a pas eu de chance. Peu importe ce qu'elle est. Ce qui compte, c'est ce qu'il pense qu'elle est. » Il y eut une pause. À quelle distance sont-ils? Trop proches. L'un d'eux a essayé de la suivre à l'intérieur de l'hôpital. J'ai demandé à Marcus de l'arrêter à l'entrée. C'est passé pour un accident, mais il ne recule pas. Damian jura doucement. Ils sont en train de dresser son profil, d'apprendre sa routine. Exactement, ce qui signifie qu'il prépare quelque chose. Carlos vit l'un des membres de la bande rivale prendre une autre photo de l'entrée de l'hôpital. Ce n'étaient plus des observateurs occasionnels. C'était une planification opérationnelle. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Carlos. « Reste sur leurs traces, n'engage le contact que s'ils font un mouvement, et double le dispositif à l'école de sa fille. Si Victor est intelligent, et il l'est, il la frappera pendant le ramassage scolaire ou le dépôt. Chaos maximal, couverture maximale. Tu veux que je l'avertisse? Elle est déjà terrifiée. Lui dire qu'il prévoit de l'intercepter ne fera qu'aggraver la situation. » La frustration de Damian transparaissait. « Contente-toi de la garder en sécurité. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. » Carlos mit fin à l'appel et s'installa pour une longue veille. C'était la partie du travail qu'il détestait. Attendre que l'autre camp fasse son mouvement. Savoir que ça allait arriver, mais ne pas savoir quand. À l'intérieur de l'hôpital, Lena ignorait que deux groupes d'hommes faisaient des plans autour d'elle, comme si elle était une pièce d'échiquier. À 16 heures, Lena pointa sa sortie. Ses mains tremblaient encore d'une décharge d'adrénaline après un cas traumatisant. Un ouvrier du bâtiment tombait de 3 étages. Il avait survécu, mais de justesse. Elle se sentait vidée, épuisée d'une manière qui dépassait le physique. Cheryl la rejoignit à la sortie du personnel. « Tu es sûre que ça va? Tu as été nerveuse toute la journée. »« Ça va, j'ai juste besoin de rentrer à la maison. »« Eh bien, repose-toi bien, tu as l'air d'être sur le point de t'effondrer. » Lena acquiesça et poussa la porte, puis se figea. Un homme se tenait directement sur son chemin, veste sombre et visage impassible, la main posée sur sa ceinture d'une manière qui suggérait une arme dissimulée. « Madame Harper, ce n'était pas une question. Je m'appelle Marcus. Monsieur Vézéry m'a envoyé pour vous escorter jusqu'à votre voiture. » Son cœur battait la chamade. « Je peux aller à ma voiture toute seule. »« Je sais, mais vous ne le ferez pas seul. » Ses yeux balayèrent le parking. « Restez près de moi, ne vous arrêtez pour personne, et montez dans votre voiture rapidement, compris ?» L'autorité calme de sa voix était en quelque sorte plus effrayante qu'une menace. Lena hocha la tête, muette. Ils traversèrent le parking ensemble. Marcus se positionna entre elle et les autres voitures, son langage corporel criant la sécurité professionnelle. Lena sentait tous les regards sur eux, réels ou imaginés. Elle monta dans sa Honda, main tremblante. Marcus attendit qu'elle démarre le moteur, puis parla à travers sa vitre à moitié ouverte. Deux voitures vous suivront. Restez calme, conduisez normalement, ne vous arrêtez nulle part, sauf à l'école et à la maison. C'est de la folie, murmura Lena. Oui, madame, ça l'est, mais ça vous maintient en vie. Il recula. Allez-y, votre fille vous attendra. Lena quitta le parking, observant dans son rétroviseur un SUV noir se ranger derrière elle. Plus loin, elle aperçut la berline grise. La bande rivale, supposait-elle maintenant, et derrière elle, un autre des véhicules de Damian. Elle était au centre d'un convoi qu'elle n'avait jamais demandé, se dirigeant vers l'école pour récupérer sa fille, tandis que les criminels tournaient en cercle comme des requins. « C'est ma vie maintenant », dit-elle à la voiture vide. « C'est vraiment ma vie. » Son téléphone vibra. Un autre message de Damian. « Demain sera plus difficile. Il prépare céder quelque chose. Restez vigilante au ramassage scolaire. Mes hommes seront proches, mais vous devez être prête. » Prête à quoi? Pour qu'ils passent à l'action. L'estomac de Lena se serra. Il lui restait 1h15,
15 minutes avant le ramassage scolaire. 1h15, 15 minutes pour se préparer à quelque chose qu'elle ne comprenait pas, pour protéger sa fille d'un danger qu'elle ne voyait pas. Tout cela à cause d'un seul mauvais message, un seul chiffre qui avait mis une cible sur leur dos. Le lendemain après-midi, Lena se gara sur le parking de l'école primaire de Pinewood, 15 minutes avant l'heure. Ses paumes étaient moites sur le volant malgré l'air frais d'octobre. Elle avait à peine dormi de nouveau. Chaque craquement de la maison la faisait sursauter, sachant que quelqu'un, Marcus, ou un autre des hommes de Damian, était assis dehors, dans l'obscurité. Restez vigilante au ramassage scolaire. Le message de Damian l'avait averti. Il prépare quelque chose. Elle scruta le parking, tout semblait normal. Des parents assis dans leur voiture, vérifiant leur téléphone. Quelques arrivants précoces discutant près de l'aire de jeu, le brigadier scolaire ajustant son panneau stop. Lena, pourtant, avait appris à sonder au-delà des apparences. Son regard balaya le paysage. Un VUS noir garé le long de la rue, moteur tournant, appartenant indéniablement à Damian. Un peu plus loin, 2 voitures après la sienne, un homme seul assis dans une Nissan, feignant de lire un journal. « Faux », murmura-t-elle. « Totalement faux. » Son téléphone vibra. Le message s'afficha. « Nous les voyons, 2 véhicules d'hommes. Restez dans votre voiture jusqu'à ce que la cloche sonne. N'approchez personne qui vous approche en premier. Damian. » Son cœur battait la chamade. Elle répondit rapidement. « Et s'ils essaient de prendre Amelia ?» La réponse fut immédiate. « Ils ne le feront pas. Trop de témoins. C'est vous qu'ils veulent, pas elle. Mais si un problème survient, montez dans votre voiture et partez. Ne vous arrêtez pas. Mes hommes s'occuperont du reste. » La cloche sonna à 5h15. Les enfants se déversèrent hors du bâtiment, un flot de sacs à dos et de bruit. Lena se força à attendre, à respirer, à adopter l'attitude de n'importe quel parent venu chercher son enfant. Elle vit la classe d'Amelia apparaître, Madame Patterson les guidant vers la zone de ramassage désignée. Amelia riait à une plaisanterie de son amie Madison, son projet de papillon serré à 2 mains. C'était une scène normale, belle, innocente. Lena sortit de sa voiture. C'est alors qu'elle les aperçut, 2 hommes en costume traversant le parking. Ils avaient l'air officiel, chemises habillées, cravates, badges accrochés à leur ceinture. L'un était grand et élancé. L'autre, plus trapu, arborait une coupe militaire sévère. Ils se déplaçaient avec détermination, scrutant la foule. Plusieurs parents les observèrent avec inquiétude. La présence policière dans une école rendait toujours les gens mal à l'aise. L'homme le plus grand repéra Lena, établit un contact visuel direct et se dirigea vers elle. L'instinct de Lena hurlait de fuir, mais elle était figée. Des parents partout, des enfants partout. Que pouvait-il bien faire devant tant de monde? Madame Harper. L'homme grand s'arrêta à quelques mètres, son expression professionnellement neutre. Il sortit un badge, un écusson doré, d'apparence officielle. « Je suis le détective Morgan. Voici le détective Pierce. Nous avons besoin de vous parler un instant. » Le badge semblait authentique. Tout chez eux paraissait réel. Pour quelle raison? La voix de Lena sortit plus ferme qu'elle ne se sentait. « Nous avons reçu des signalements d'activités suspectes autour de votre résidence. Pour votre sécurité et celle de votre fille, nous aimerions que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions. » Le sourire du détective Morgan était rodé, rassurant. « Ça ne prendra que quelques minutes. Je ne comprends pas. Quel genre d'activité suspecte? Nous préférerions discuter de cela dans un endroit plus privé. » L'homme plus trapu, Pierce, s'approcha, s'arrangeant subtilement pour bloquer sa vue des autres parents. « Votre fille peut attendre avec Madame Patterson. Cela ne prendra pas longtemps. » Quelque chose dans sa manière de bouger fit frissonner Lena. Trop près, trop insistant. « J'aimerais appeler mon avocat d'abord. »« Madame, vous n'êtes pas en état d'arrestation. Nous avons juste besoin de vous poser quelques questions. » Le ton de Morgan resta amical, mais sa main se posa sur son coude. « Si vous pouviez simplement nous accompagner jusqu'à notre véhicule. »« Ne me touchez pas !» Lena retira son bras brusquement. C'est alors que tout s'accéléra. Un autre homme apparut entre 2 voitures garées, plus jeune, portant un blouson de cuir, ne cherchant pas du tout à ressembler à un détective. Il tendit la main vers l'autre bras de Lena. « Madame Harper, s'il vous plaît, ne faites pas de scène. Lâchez-moi !» La voix de Lena porta à travers le parking. Les parents se retournèrent pour les fixer. Puis, quelqu'un s'interposa entre eux. Marcus, le garde de Damian, celui de l'hôpital. Il apparut si soudainement, comme s'il s'était matérialisé de nulle part, sa main se refermant sur le poignet de l'homme au blouson de cuir. Elle a dit « Ne la touchez pas. C'est une affaire de police. »
Morgan tendit de nouveau son badge, mais Marcus ne le regarda même pas. Ce badge est faux, et vous, messieurs, vous devez partir maintenant. Deux autres des hommes de Damian émergèrent du VUS noir, traversant le parking avec une vitesse effrayante. Les parents saisirent leurs enfants, reculant. Madame Patterson resta figée à l'entrée de l'école, une main sur la bouche. La main de Pierce se dirigea vers sa veste, vers une arme, réalisa Lena, glacée d'effroi. Mais Marcus fut plus rapide. Il attrapa le poignet de l'homme d'une poigne de fer. Pas ici, pas devant les enfants. Pendant un instant, tout fut suspendu dans un silence terrifiant. Les faux détectives, les hommes de Damian, les parents confus, les enfants effrayés. Lena se tenait au centre de tout cela, tremblante, douloureusement consciente qu'Amelia était à 20 pieds, 6 mètres, d'elle, observant la scène. Puis, une nouvelle voiture fit son entrée sur le parking. Une élégante berline noire qui imposait le respect par sa seule présence. Damian en sortit. Il ne se pressa pas, ne courut pas, se contenta de traverser le bitume avec la calme assurance d'un homme qui savait que tous l'attendraient. Les faux détectives le reconnurent immédiatement. Lena le vit dans la façon dont leurs expressions changèrent, le masque d'autorité professionnelle se fissurant pour révéler quelque chose de plus dur en dessous. « Messieurs !» La voix de Damian était douce, presque enjouée, mais elle fendit le parking comme une lame. « Je crois que la dame vous a demandé de partir. » Le détective Morgan se redressa, tentant de retrouver une once d'autorité. « Cela ne vous regarde pas. »« En fait, ça me regarde pas mal. » Damian s'arrêta à quelques mètres, les mains dans les poches, complètement détendu. « Vous voyez, vous harcelez une civile devant des enfants à l'école primaire, c'est bâclé. Anton. Le détective Pierce, à la coupe militaire, grimaça en entendant son vrai nom. C'est votre informatrice. Ne jouez pas. C'est une infirmière qui a envoyé un message au mauvais numéro. Les yeux de Damian étaient effrois, mais votre oncle s'est convaincu du contraire. Alors nous nous retrouvons dans cette situation embarrassante, où vous tentez d'enlever une femme innocente de l'école de sa fille. Nous n'étions pas... Ne m'insultez pas. La température dans la voix de Damian chuta de 20 degrés. Je sais exactement ce que vous faisiez, et cela se termine maintenant. La main d'Anton tressaillit de nouveau vers sa veste. Marcus et les autres gardes se tendirent, prêts. Vous voulez vraiment commencer quelque chose ici? Damian fit un geste vers la foule de parents qui filmaient avec leur téléphone. Devant des témoins, devant des enfants, cela ferait tomber tous les policiers de la ville sur nous tous. Il avait raison. Anton le savait. Ils le savaient tous. Dites à Victor que je suis prêt à parler. Damian continua, sa voix toujours ce calme mortel. Mais si vous l'approchez, elle ou sa femme à nouveau, nous serons au-delà de la discussion. Compris? L'impasse dura 5 secondes de plus qui semblèrent une heure. Puis Anton recula, acquiesça à ses hommes. Ce n'est pas fini. Non, Damian acquiesça. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Les faux détectives se retirèrent vers leur véhicule. Pas des voitures de police auxquelles s'attendait Lena, mais des berlines banalisées, et s'éloignèrent lentement, délibérément, signifiant clairement qu'ils choisissaient de partir. Les genoux de Lena se dérobèrent. Marcus la rattrapa par le bras, la maintenant debout. « Amelia, haleta-t-elle, j'ai besoin... Récupérez votre fille, rentrez chez vous. » Damian se détournait déjà. « Mes hommes vous suivront, nous devons parler, mais pas ici, pas maintenant. Que se passe-t-il » Madame Patterson s'approcha en hâte, le visage pâle. « Dois-je appeler la police? La vraie police? » « Non, » dit Damian fermement, puis adoucit son ton. « Il y a eu un malentendu, c'est réglé. » Il retourna à sa voiture et, en quelques secondes, il était parti. Lena trébucha vers Amelia, qui pleurait maintenant, effrayée par le tumulte. Elle serra sa fille dans ses bras, la tenant fort. « Maman, qui étaient en ces hommes? Pourquoi criait-il? »« C'est bon, ma puce. Tout va bien maintenant. » Un autre mensonge, car rien n'allait bien. Ils venaient d'essayer de l'enlever en plein jour, devant tout le monde. Et demain, ils essaieraient encore. Lena ne rentra pas chez elle. Elle ne pouvait pas. Marcus le lui fit comprendre lorsqu'il ouvrit la portière de sa voiture sur le parking de l'école. « Madame Harper, Monsieur Vézery a besoin de vous voir ce soir. Il n'est pas sûr de rentrer chez vous. Je dois ramener ma fille à la maison. Elle est terrifiée. C'est justement pourquoi vous devez venir avec nous. » Sa voix était douce, mais inflexible. « Ils savent où vous habitez. Ils ont essayé de vous attraper en public. Pensez-vous qu'ils n'essaieront pas de nouveau quand il fera nuit et que ce sera calme ?» Lena regarda Amelia, serrant toujours son projet de papillon, les yeux rouges à force d'avoir pleuré. Elle pensa à sa petite maison, avec ses boîtes à fleurs et sa balançoire rouillée. Elle pensa à la vie qu'elle avait construite après le départ du père d'Amelia. La vie normale, sûre,
prévisible. Cette vie était terminée. Où allons-nous? Quelque part en sécurité, quelque part où ils ne peuvent pas vous atteindre. 20 minutes plus tard, la Honda de Lena suivait le VUS de Marcus hors de la ville, dans les collines où les maisons cédaient la place à des domaines cachés, derrière des murs de pierre et des grilles en fer forgé. Amelia s'était endormie sur le siège arrière, épuisée par la peur et la confusion. Ils tournèrent sur une route privée, passèrent un portail de sécurité qui s'ouvrit automatiquement et s'arrêtèrent devant une vaste maison moderne qui ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine d'architecture, tout en verre et acier, avec des angles vifs, entourés de bois. « C'est une planque » demanda Lena, tandis que Marcus ouvrait sa portière. « L'une d'elles. Monsieur Vézéry possède plusieurs propriétés. Celle-ci est la plus sécurisée. » Il fit un geste vers l'entrée. « Venez, il nous attend. » À l'intérieur, la maison était tout aussi impressionnante. Haut plafond, mobilier minimaliste, œuvres d'art coûteuses aux murs, mais Lena le remarqua à peine. Elle était trop occupée à porter Amelia, trop occupée à essayer de ne pas s'effondrer. Damien se tenait dans le salon principal, contemplant la forêt assombrie à travers des baies vitrées. Il avait troqué son costume pour un simple pull noir et un jean. L'air, d'une certaine manière, plus dangereux en tenue décontractée qu'il ne l'avait été sur le parking. Il se tourna en les voyant entrer. « Il y a une chambre à l'étage, deuxième porte à droite. Votre fille pourra y dormir. Elle sera en sécurité. » Lena ne discuta pas. Elle monta Amelia à l'étage, trouva la chambre, décorée comme une suite d'hôtels de luxe, complètement impersonnelle, et déposa sa fille sur le lit. Elle retira les chaussures d'Amelia, la couvrit d'une couverture et embrassa son front. « Je suis juste en bas, ma puce, » murmura-t-elle, bien qu'Amelia fût déjà profondément endormie. Quand elle redescendit, Damien versait du whisky dans 2 verres. Il lui en offrit un. « Je ne bois pas. Ce soir, vous pourriez en avoir envie. » Il le posa sur la table à côté d'elle, malgré tout. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Lena s'assit au bord d'un coûteux canapé en cuir. Ses habits d'infirmière paraissaient douloureusement déplacés. « Je veux des réponses, de vraies réponses, pas seulement « vous êtes en danger » ou « faites-moi confiance ». Je veux savoir pourquoi cela arrive. « C'est une demande légitime », concéda Damien, s'asseyant en face d'elle, l'expression grave. « Il y a deux nuits de cela, vous avez envoyé un message texte à ce que vous pensiez être le numéro de votre frère. Une erreur un chiffre. Ce numéro m'appartenait, plus précisément à une ligne d'urgence cryptée que j'utilise pour mon organisation. » La voix de Lena était neutre. « Vous voulez dire votre empire criminel ?»« Oui, » répondit-il, sans broncher. « Je dirige une opération qui transporte des marchandises le long de la côte Est. Certaines légales, la plupart non. J'ai des ennemis, des gens qui convoitent ce que je possède, ou qui désirent ma disparition. La famille Vlhov représente la plus grande menace actuellement. Les hommes à l'école, Anton Vlhov, le neveu de Victor. Exactement, confirma Damien, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Au cours des 6 derniers mois, Victor et moi avons mené une guerre froide. Nous nous sommes volés des cargaisons, retourné des hommes, repoussé les limites. La situation n'a pas encore dégénéré, mais c'est imminent, très imminent. Les mains de Lena tremblaient. Elle saisit le verre de whisky pour avoir quelque chose à tenir, même si elle n'en buvait pas. Quel est le rapport avec moi? Lorsque votre message est arrivé sur ma ligne d'urgence, je l'ai pris pour un signal de détresse de l'un de mes hommes. La Grange Miller, l'endroit que vous avez mentionné, était un site de dépôt que nous utilisions avant sa compromission. Donc, en voyant ce message, j'ai imaginé le pire. J'ai envoyé mes meilleurs éléments. Je m'y suis rendu moi-même. Et les Vlhov surveillaient, comme toujours. Ils me suivent partout, cherchant des faiblesses, des opportunités. Ils vous ont vu avec moi, avec mes hommes, sur un site lié à mes opérations. Ils ont pris des photos, son visage se crispa. Et ils ont fait une hypothèse, logique de leur point de vue, que je travaillais pour vous. Une infirmière sans casier judiciaire, sans lien apparent avec votre monde. Une couverture parfaite pour un informateur. Quelqu'un qui pourrait transmettre des informations sans éveiller de soupçons. Dossiers hospitaliers, rapports de police, tout ce qui passe par une oreille. Il la regarda dans les yeux. Il pense dès que vous me fournissez des renseignements depuis des mois. Lena se sentit mal. Mais je n'ai rien fait. Je ne vous connais même pas. Je le sais. Vous le savez. Mais Victor Vlhov, Damien secoua la tête. Il est convaincu que vous êtes un atout. Et les atouts sont précieux. Donc, il va soit tenter de vous retourner contre moi, soit vous interroger pour obtenir des informations, soit vous éliminer pour m'envoyer un message. C'est insensé! La voix de Lena se brisa. Je suis une mère célibataire. Je fais des quarts de 12.
12 heures. Je prépare des déjeuners et j'aide aux devoirs. Je ne fais pas partie de ce monde. Vous en faites partie maintenant. Le ton de Damian était calme, mais ferme. À cause d'un numéro erroné, parce que vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, parce que j'ai répondu à votre message et qu'il surveillait. Alors c'est de votre faute. La colère jaillit à travers la peur de Lena. Vous avez fait ça à ma fille, à moi. Oui, il ne se défendit pas, ne chercha pas d'excuses. C'est ma faute. Vous êtes en danger à cause de moi, de mon monde, de mes ennemis, de mes erreurs, et j'en suis désolé. Cette excuse l'a pris au dépourvu. Elle s'attendait à des dérobades, des justifications, tout sauf un simple aveu de culpabilité. « Désolé ne résout rien, dit-elle, la voix brisée. Désolé ne les empêchera pas de me chasser. Non, mais la protection pourrait... » Damian se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « Je peux vous protéger, vous et votre fille, mais vous devez rester ici, dans une de mes propriétés, jusqu'à ce que je puisse convaincre Victor que vous n'êtes personne, que vous êtes juste une civile prise entre deux feux. Combien de temps cela prendra-t-il? Je ne sais pas. Des jours, peut-être des semaines. » « Des semaines ?» Lena se leva d'un bond. « J'ai un travail. Amelia à l'école. Je ne peux pas simplement disparaître. » « Vous ne pouvez pas retourner à votre vie normale en ce moment, pas sans risque. » Damian se tourna pour lui faire face. « Aujourd'hui, ils ont essayé de vous enlever à l'école de votre fille. Demain, ils pourraient ne pas être aussi polis. Ils pourraient attendre que vous soyez seul. Ou ils pourraient ne pas attendre du tout. » Les jambes de Lena faiblirent. Elle se laissa tomber sur le canapé, le verre de whisky serré à deux mains. « Je ne peux pas vivre comme ça, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas élever ma fille en me cachant, entourée de criminels, craignant constamment. Je sais, c'est pourquoi je vais régler ça rapidement. » La voix de Damian était empreinte d'une détermination de fer. « Mais jusque-là, vous devez être là où ils ne peuvent pas vous atteindre, là où ils ne peuvent pas vous blesser ni vous utiliser contre moi. » « Pourquoi ?» Lena leva les yeux vers lui. « Pourquoi cela vous importe-t-il? Vous ne me devez rien. Je ne suis personne pour vous. » Pendant un long moment, Damian garda le silence. Quand il parla, sa voix était plus calme qu'auparavant. « Parce que c'est ma faute. Parce que vous et votre fille méritez mieux que d'être des dommages collatéraux dans la guerre de quelqu'un d'autre. Et parce que... » Il fit une pause. « J'ai déjà assez de sang sur les mains, je n'y ajouterai pas le vôtre. » Lena le fixa. Cet homme qui inspirait la peur d'un seul regard, qui évoluait dans un monde de violence comme si de rien n'était. Mais à cet instant précis, elle vit autre chose, du regret, de la responsabilité, peut-être même de l'humanité. « Je ne vous fais pas confiance, » dit-elle. « Bien, vous ne devriez pas, mais croyez ceci, vous garder en vie est dans mon intérêt. Si Victor met la main sur vous, il vous utilisera contre moi, que vous ayez des informations ou non. Votre sécurité et ma survie sont liées désormais. » C'était la chose la plus honnête que quelqu'un lui ait dite depuis des jours. Lena regarda le verre de whisky, puis prit enfin une gorgée. Cela brûla tout au long de sa gorge. « Quel choix me reste-t-il ?»« Aucun, » dit simplement Damian. « J'en suis désolé aussi. » Lena ne dormit pas non plus cette nuit-là. Elle resta allongée près d'Amelia dans la chambre inconnue, fixant le plafond, écoutant les bruits de la planque, les gardes patrouillant à l'extérieur, des voix basses parlant dans des radios, le bourdonnement des systèmes de sécurité qu'elle ne voyait pas, mais qu'elle savait présents. À l'aube, elle avait pris sa décision. Elle trouva Damian dans la cuisine, buvant du café et lisant quelque chose sur sa tablette. Il leva les yeux quand elle entra, son expression illisible. « Je ne peux pas rester ici, » dit Lena sans préambule. « Je vous remercie pour la protection, pour tout expliquer, mais je ne peux pas élever ma fille dans un endroit comme celui-ci. » Damian posa son café. « Un endroit comme quoi ? Une forteresse entourée d'hommes armés et de caméras de sécurité, où chaque porte a un verrou et chaque fenêtre a des capteurs. » Sa voix était ferme, répétée. Elle avait préparé ce discours dans sa tête pendant des heures. Amelia a 6 ans. Elle a besoin de normalité. Elle a besoin d'école, d'amis et de fêtes d'anniversaire. Pas de ça. Elle a besoin d'être en vie, dit Damian doucement. Non, le sang-froid de Lena se brisa. N'utilisez pas ma fille pour me manipuler. Je ne vous manipule pas. Je vous dis la vérité. Il se leva, se rapprochant mais gardant une certaine distance entre eux. Vous pensez que rentrer chez vous, l'envoyer à l'école, faire comme si tout était normal, vous pensez que cela la protège? Je pense que la cacher avec des criminels ne la protège pas non plus. Alors, quel est votre plan? Sa voix était calme, mais insistante. Rentrez chez vous? Espérez que les Vulov abandonnent? Ils ne le feront pas. Ils ont investi des ressources en vous. Ils croient que vous détenez des informations que je dois protéger. S'en aller ne changera rien. Lena croisa les bras.
J'irai à la police, la vraie police, obtenir une protection. Déposer un rapport et dire quoi? Qu'une organisation mafieuse vous prend pour une informatrice parce que vous avez envoyé un message erroné? Damien secoua la tête. La police ne peut pas vous protéger de Victor Vlhov. Au mieux, ils vous diront d'être prudente. Au pire, il a des flics à sa solde qui lui diront exactement où vous êtes et ce que vous avez dit. Alors, je suis censé vous faire confiance à la place? Faire confiance à l'homme qui m'a mis dans cette situation? Oui, aucune hésitation. Parce que j'ai les ressources pour vous garder en sécurité et la motivation. Votre mort aide Victor. Votre sécurité m'aide. C'est aussi simple que cela. Rien de tout cela n'est simple. La voix de Léna se brisa. Ma fille m'a demandé ce matin pourquoi nous ne rentrions pas à la maison. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Que maman a fait une erreur et que maintenant des hommes mauvais nous recherchent. Dites-lui que vous êtes en vacances. Dites-lui que c'est une aventure. Dites-lui tout ce qui l'empêchera d'avoir peur. L'expression de Damien s'adoucit légèrement. Les enfants sont résilients. Elle s'adaptera plus vite que vous ne le pensez. Elle ne devrait pas avoir à s'adapter à ça. Des larmes brûlèrent derrière les yeux de Léna. Elle devrait s'inquiéter des dictées et des drames de la cour de récréation, pas de savoir si quelqu'un va blesser sa mère. Je sais, un instant, quelque chose de brut apparut sur le visage de Damien. Je sais que ce n'est pas juste. Rien de tout cela ne l'est, mais la justice n'a pas d'importance pour l'instant. La sécurité, oui. La vie, oui. Léna se détourna, regardant par la fenêtre la forêt au-delà. C'était beau ici, paisible, serein, une cage dorée. Combien de temps? Demanda-t-elle. Combien de temps avant que tout cela ne soit fini? Je ne sais pas. Victor doit être convaincu que vous n'êtes personne. Cela nécessite soit une preuve, soit... Il marqua une pause. Une autre forme de persuasion. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je dois rendre le coût de votre poursuite plus élevé que le bénéfice, lui faire comprendre que vous ne valez pas les ressources qu'il y consacre. Léna se retourna pour lui faire face. Et s'il ne vous croit pas? La mâchoire de Damien se serra. Alors, cela se terminera d'une autre manière. Par la violence? Oui, au moins, il était honnête. Léna devait lui reconnaître cela. Il n'enrobait pas les choses. Il ne prétendait pas que ce monde était autre chose que ce qu'il était. Je veux des garanties, dit-elle finalement. Si je reste ici, je veux des garanties concernant ma fille. Nommez-les. Pas d'armes autour d'elle, absolument aucune. Peu importe que vos hommes soient armés, mais pas là où elle peut les voir. Pas là où elle peut poser des questions. Damien acquiesça. C'est réglé. Mais elle a besoin d'activités, des livres, des jeux, quelque chose pour l'occuper. Elle ne peut pas rester assise dans une chambre pendant des jours. Je demanderai à Marcus d'apporter tout ce dont vous avez besoin. Jouets, matériel artistique, n'importe quoi. Et je veux des nouvelles chaque jour. Je veux savoir ce qui se passe, ce que vous faites pour arranger ça. Plus de surprises. D'accord? Léna prit une grande inspiration. Et quand tout cela sera terminé, quand ce sera vraiment fini, nous partirons. De nouvelles identités si nécessaires, une relocalisation si besoin, mais nous retrouverons nos vies. Vous ne nous suivrez pas, vous ne nous surveillerez pas, vous ne nous contacterez plus jamais. Quelque chose traversa le visage de Damien un instant. Je vous donne ma parole. Votre parole. Léna laissa échapper un rire amer. La parole d'un criminel. C'est tout ce que j'ai à t'offrir, mais je tiens mes promesses. Ses yeux rencontrèrent les siens. Une fois que c'est fini, tu ne me reverras plus. Léna voulait le croire, voulait croire que ce cauchemar prendrait fin et qu'elle pourrait retrouver sa vie ennuyeuse, prévisible et sûre. Mais elle en avait appris assez au cours des 3 derniers jours pour savoir que certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient si plus être réparées. « D'accord, » murmura-t-elle. « Nous resterons, mais pas parce que je te fais confiance, parce que je n'ai pas d'autre option. C'est honnête, j'apprécie. Encore une chose. » La voix de Léna se durcit. « Si quelque chose arrive à ma fille à cause de ça, à cause de toi, je me fiche du type d'opération que tu mènes, ou du nombre d'hommes que tu as, je trouverai un moyen de te faire payer, compris ?» L'expression de Damien ne changea pas, mais quelque chose comme du respect vacilla dans ses yeux. Compris. En milieu de matinée, la planque s'était transformée. Marcus arriva avec trois sacs remplis de livres pour enfants, de matériel de coloriage, de puzzles et d'une tablette chargée de jeux éducatifs. Un autre garde apporta des provisions, de la vraie nourriture, pas seulement des réchauffés. Quelqu'un avait même trouvé un lapin en peluche identique à celui d'Amélia au cas où elle perdrait le sien. Léna observait tout cela avec un mélange de gratitude et de ressentiment. C'étaient des criminels, des hommes qui faisaient probablement des choses terribles, mais ils traitèrent sa fille comme si elle comptait. Amélia s'adapta plus vite que Léna ne s'y attendait.
Au déjeuner, elle coloriait à la table de la cuisine, bavardant sur les papillons qu'elle avait appris à l'école, apparemment insouciante de leur nouvel environnement étrange. « C'est notre nouvelle maison ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux de son dessin. « Juste pour un petit moment, ma puce. Elle est vraiment grande. Je peux explorer? Reste à cet étage, d'accord? Et ne sors pas sans moi. »« D'accord ?» Amélia retourna à son coloriage, acceptant déjà la nouvelle normalité. Léna enviait la résilience de sa fille. Elle aurait aimé pouvoir s'adapter aussi facilement, pouvoir faire semblant que c'était juste une aventure au lieu d'un cauchemar. Damien garda ses distances la plupart de la journée, travaillant dans un bureau au deuxième étage. Mais en fin d'après-midi, Léna le trouva dans le salon, regardant les informations sur une tablette. « Il y a un reportage sur hier, » dit-il sans lever les yeux. « L'incident à l'école. Quelques parents ont déposé plainte pour des hommes suspects au moment des sorties. La police appelle ça rien de grave. Aucune arrestation. » Bien sûr que non. Léna s'assit à l'autre bout du canapé. Parce que rien ne s'est réellement passé, n'est-ce pas? Juste un malentendu. Dans le dossier officiel, oui. Ils restèrent un instant en silence. Puis Amélia apparut dans l'embrasure de la porte, serrant son nouveau livre de coloriage. « Maman, je peux montrer mon papillon à cet homme ?» Léna se tendit. « Amélia, ça va. » La voix de Damien s'adoucit, d'une manière que Léna n'avait jamais entendue auparavant. « J'aimerais bien le voir. » Amélia s'élança sans aucune peur et lui tendit le livre de coloriage. « Regarde, je l'ai fait violet et or. » Madame Patterson a dit. « Ce ne sont pas de vraies couleurs de papillons, mais je les trouve jolies. » Damien étudia sérieusement les dessins. « Je pense qu'ils sont parfaits, bien mieux que des papillons bruns ennuyeux. » Amélia rayonna. « Comment tu t'appelles ?»« Damien. »« C'est un grand nom. »« Oui, et le tien ?»« Amélia Rose Harper. La partie « Rose », c'est pour ma grand-mère. C'est un beau nom. » Léna observa cet échange, la gorge serrée. C'était l'homme responsable d'avoir brisé sa vie, et sa fille lui montrait ses dessins comme s'il était un adulte ordinaire. Mais Amélia ne savait pas. Elle voyait juste un homme qui était gentil avec elle. Peut-être était-ce une clémence, ou peut-être n'était-ce qu'une nouvelle épreuve avec laquelle Léna devait vivre. 3 jours devinrent 4, puis 5. Le temps s'écoulait étrangement dans la planque, à la fois trop lentement et trop vite. Léna se retrouvait à suivre des routines qu'elle n'avait jamais souhaitées, apprenant des habitudes qu'elle aurait préféré ne pas connaître. 6 heures du matin, changement de garde. Elle l'entendait chaque matin. L'échange discret de voix, les pas sur le gravier, les moteurs de voiture démarrant et s'arrêtant. 7 heures du matin. Damien sortait de son bureau, toujours avec son café, toujours vérifiant son téléphone en premier. 8 heures du matin, petit déjeuner avec Amélia, faisant semblant que c'était normal, faisant semblant qu'elles étaient en vacances comme elle l'avait dit à sa fille. Le reste de la journée se confondait dans une brume de livres de coloriage et de normalités fabriquées. Mais sous la surface, Léna observait, notait, commençant à comprendre la machine dans laquelle elle avait été entraînée. L'opération de Damien fonctionnait avec une précision militaire. Les gardes se relayaient toutes les 6 heures, jamais le même homme deux fois de suite. Les communications se faisaient en code. Elle entendait des fragments de chiffres et des lieux qui ne signifiaient rien pour elle, mais tout pour eux. Des visiteurs venaient et partaient. Des hommes en costume coûteux qui parlaient à voix basse dans le bureau de Damien, en ressortant des heures plus tard, avec des expressions graves. Et toujours les armes, cachées sous les vestes, attachées aux chevilles, enfermées dans des mallettes près de la porte. Damien avait tenu sa promesse. Aucune n'était visible là où Amélia pouvait les voir, mais Léna savait qu'elles étaient là. Elle sentait leur présence comme un poids dans l'air. « Vous m'observez » dit Damien un soir, la trouvant dans la cuisine après qu'Amélia fut couchée. Léna ne le nia pas. « J'essaie de comprendre comment ça marche, votre monde. Et qu'avez-vous appris? Que vous êtes paranoïaque, que vous ne faites confiance à personne, que chaque conversation est calculée, chaque mouvement planifié. » Elle croisa son regard. « Que vous vivez comme un homme qui s'attend à la trahison à chaque coin de rue. » Des observations intelligentes. Il se servit un whisky dans une carafe en cristal. « Vous avez raison sur tous les points. Comment vivez-vous comme ça? L'habitude. » Il but une gorgée. « On serait surpris de ce qui devient normal quand votre vie en dépend. » Léna voulait dire qu'elle ne s'habituerait jamais à ça, que ça ne serait jamais normal. Mais après 5 jours, elle apprenait déjà quels gardes étaient amicaux, lesquels elle pouvait demander de petits services. Elle connaissait déjà le bruit des pas de Damien par rapport à ceux de Marcus.
Elle vérifiait déjà elle-même les moniteurs de sécurité avant de se coucher. Peut-être que l'adaptation était une question de survie. Peut-être que c'était tout ce qu'il faisait. Le sixième jour, les choses changèrent. Léna se réveilla au son de voix fortes en bas. Pas de cris, mais une urgence. Le genre d'intensité contrôlée qui signifiait que quelque chose n'allait pas. Elle vérifia Amélia, qui dormait encore profondément, puis se glissa vers l'escalier. Damien se tenait dans le salon avec Marcus et deux autres gardes, tous concentrés sur l'écran d'un ordinateur portable. « Montre-moi encore, » dit Damien. Marcus rejoua les images de sécurité. Même de sa position dans l'escalier, Léna pouvait le voir. Une silhouette en bordure de la propriété, visible seulement quelques secondes avant de disparaître dans les arbres. Puis, un autre angle, une silhouette différente, un endroit différent. Trois tentatives distinctes la nuit dernière, rapporta Marcus, toutes depuis des vecteurs d'approche différents. Ils sondent nos défenses, testent les temps de réponse. Ajouta un autre garde, voyant à quelle vitesse nous réagissons, où nous sommes positionnés. La mâchoire de Damien était serrée. Victor devient audacieux ou désespéré. Quoi qu'il en soit, il prévoit quelque chose. Léna devait avoir fait un bruit, car les quatre hommes, se tournèrent pour la regarder. Elle descendit lentement les escaliers, consciente d'être en pyjama et peignoir, consciente qu'elle n'avait pas sa place dans cette conversation. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Damien échangea un regard avec Marcus, puis répondit. « Les Volofs ont trouvé cet endroit. Ils surveillent la propriété. Vous avez dit que cet endroit était sécurisé. Il l'est, mais aucun endroit n'est invisible pour toujours. » Il referma l'ordinateur portable. « Ils testent notre périmètre, cherchant des faiblesses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Toi, ils pensent toujours que tu as des informations qui valent la peine d'être extraites. » La peur serra l'estomac de Léna. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous restons vigilants, nous augmentons les patrouilles, nous nous préparons. » La voix de Damien était calme, mais elle voyait la tension dans ses épaules. « Et nous ne sous-estimons pas Victor. Il est patient, mais il est aussi impitoyable. » Au cours des deux jours suivants, les sondages s'intensifièrent. Léna les voyait sur les moniteurs de sécurité. Des ombres à la lisière des arbres, des véhicules circulant lentement sur le chemin d'accès, des drones bourdonnant au-dessus jusqu'à ce que les hommes de Damien les abattent, avec ce qui ressemblait à des fusils de haute technologie. L'atmosphère dans la planque changea. Les gardes portaient désormais leurs armes ouvertement, la promesse de Damien oubliée face à l'escalade de la menace. Les conversations se faisaient en phrases hachées. Tout le monde bougeait plus vite, vérifiait les coins, regardait par-dessus les épaules. Léna occupait Amélia, la tenait éloignée des fenêtres, la distrayait avec des jeux et des histoires. Mais la nuit, quand sa fille dormait, Léna se tenait à la fenêtre de la chambre et regardait les bois, percevant des formes qui pouvaient être des arbres ou des hommes. « Tu devrais rester loin des fenêtres, » dit Damien une nuit, apparaissant derrière elle si silencieusement qu'elle sursauta. « Je ne peux pas dormir. » « Moi non plus. » Ils se tenaient à côté d'elle, tous deux fixant l'obscurité. Ils sont là, à regarder, à attendre une ouverture. Quand vont-ils arrêter? Quand ils obtiendront ce qu'ils veulent, ou quand le coût deviendra trop élevé? Il marqua une pause. Je travaille à ce que ce soit la deuxième option. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que j'exerce une pression, que je perturbe les opérations de Victor, que je lui coûte de l'argent et des ressources, le forçant à choisir entre te poursuivre et protéger ce qui lui appartient. M'utiliser comme appât? Non, t'utiliser comme motivation. Sa voix était calme. Il y a une différence. Léna n'en voyait pas, mais elle était trop fatiguée pour discuter. Le huitième jour, Marcus trouva quelque chose lors d'une inspection du périmètre. Un petit engin explosif soigneusement dissimulé près d'une des routes d'accès. Pas assez puissant pour détruire la maison, mais suffisant pour immobiliser un véhicule, créer le chaos et offrir une ouverture. « C'est un piège », expliqua Marcus à Damien, tandis que Léna écoutait depuis l'embrasure de la porte. « Ils essaient de nous faire sortir ou de nous ralentir. Tactique de guérilla classique. Combien? Nous en avons trouvé trois, il pourrait y en avoir plus. » L'expression de Damien s'assombrit. Ils se préparent à un assaut, Victor a fini de jouer. « Qu'est-ce qu'on fait? » demanda Marcus. « On se fortifie, on se prépare, et on s'assure qu'ils regrettent d'être venus ici. » Les yeux de Damien sillèrent. « Mettez-la, elle et l'enfant, dans la chambre forte ce soir. Je veux qu'elle soit à l'abri. »« Chambre forte ?» La voix de Léna se brisa. « Possédez-vous une chambre forte ?»« Absolument. Chaque abri est en réalité une forteresse. Des murs en acier renforcés, une alimentation électrique indépendante,
et des provisions suffisantes pour 72. 72 heures, déclara-t-il, avançant vers elle. C'est une simple précaution. Croyez-vous vraiment qu'ils vont attaquer? S'inquiéta-t-elle. Je pense que la patience de Victor s'amenuise, et quand des hommes patients parviennent à la limite, ils agissent, répondit-il d'une voix sereine, mais aux yeux d'acier. Je ne les laisserai jamais t'atteindre, mais je dois savoir que tu es en sécurité quelque part, à l'abri. Ce soir-là, Damen lui fit découvrir la chambre forte, dissimulée derrière un mur factice au sous-sol, accessible par une serrure biométrique. À l'intérieur, une petite chambre, une salle de bain et une kitchenette. Confortable sans être luxueux, cet espace était manifestement conçu pour résister à un siège. S'il se passe quoi que ce soit, prévint Damian, tu viens ici, tu verrouilles cette porte et tu n'ouvres à personne d'autre qu'à moi ou à Marcus. Comprends-tu? Lena acquiesça, la gorge nouée. C'est donc bien réel. Ils vont vraiment attaquer? Peut-être, peut-être pas. Mais nous devons nous préparer au pire tout en espérant le meilleur, répondit-il, croisant son regard. Je te promets de te protéger. Je tiens toujours mes promesses. Lena voulait le croire, mais alors qu'elle s'allongeait dans son lit cette nuit-là, les bruits de préparation, vérification des armes, renforcement des positions, chuchotements tendus des gardes, lui révélèrent que la tempête approchait et que le temps leur manquait cruellement. À 2h47, 2h47 du matin, un bruit perça le silence, l'arrachant à son sommeil. Un son qu'elle n'avait jamais entendu, mais qu'elle reconnut instantanément. Des coups de feu. Non pas les tirs du cinéma, vifs et théâtraux, mais des détonations sèches qui lacéraient la nuit comme des housses qui se brisent. Elle bondit de son lit avant même que son esprit ne comprenne tout à fait la situation, traversant le couloir pour rejoindre la chambre d'Amelia. Sa fille était assise, les yeux emplis d'effroi. « Maman, tout va bien, mon amour. Nous sommes en sécurité, » la rassura Lena en la soulevant, couverture comprise. « Tu te souviens de ce que Damen nous a dit? Nous allons dans la pièce spéciale maintenant. » D'autres coups de feu, plus proches. Les fenêtres vibrèrent. Lena dévala les escaliers du sous-sol, ses pieds nus claquant sur le parquet. Derrière elle, des cris, des pas martelants, le bruit métallique d'armes qui se chargent. La maison était passée du calme à la zone de guerre en quelques secondes. Elle atteignit la porte du sous-sol alors qu'une explosion secoua la demeure. Pas très proche, mais suffisamment pour être alarmante. Les lumières vacillèrent. « Alimentation de secours activée », annonça une voix informatisée. Les mains de Lena tremblaient, tandis qu'elle posait sa paume sur le verrou biométrique. Cela lui sembla une éternité. Puis la porte cachée s'ouvrit, révélant la chambre forte. « Amelia, vite !» Elle déposa sa fille et s'apprêtait à sceller la porte, mais quelque chose la fit hésiter. À travers la petite fenêtre en haut des escaliers du sous-sol, elle aperçut le moniteur de sécurité fixé au mur. De multiples flux de caméras montraient le chaos, des éclairs de museaux dans l'obscurité, des silhouettes se déplaçant à travers les arbres, les gardes de Damian ripostant depuis leur position défensive. C'était un assaut en règle, au moins une douzaine d'assaillants, peut-être plus. Les instincts d'infirmière de Lena lui criaient de venir en aide, mais ses instincts maternels étaient si plus puissants. Elle commença à refermer la porte de la chambre forte. Puis, elle vit. La caméra n'est sept, celle qui surveillait le portail arrière, donnant sur la voie de service. 3 silhouettes se déplaçant le long du mur d'enceinte, profitant de l'assaut sur la façade de la propriété comme couverture. Elles étaient si vêtues de noir, portant des coupes-boulons, s'affairant sur le verrou du portail. Personne ne surveillait cette section. Tous les hommes de Damian étaient concentrés sur l'attaque principale. C'était une diversion. « Maman, j'ai peur !» La petite voix d'Amelia résonna depuis la chambre forte. L'esprit de Lena s'emballa. Si ces hommes franchissèrent le portail arrière, ils auraient un chemin direct vers la maison, le sous-sol, et la chambre forte où elle serait piégée. Elle attrapa son téléphone, composa le numéro de Damian et appela. Il répondit au premier son d'une voix sèche. « Lena, es-tu dans la chambre forte ?» Enregistré sur la caméra 7. 3 hommes avec des coupes-boulons. C'est une diversion. L'attaque frontale est une couverture. Il y eut une demi-seconde de silence. Puis, Marcus, portail arrière, 3, contact. Des coups de feu éclatèrent à travers le téléphone. L'appel fut coupé. Lena fixait le moniteur, observant les 3 hommes s'attaquer au verrou. Ils étaient à quelques secondes de la brèche. Elle regarda Amelia, effrayée et petite dans l'encadrement de la porte de la chambre forte. Puis, elle fit un choix qu'elle espérait ne pas regretter. « Reste ici, mon cœur. Ne sors pas de cette pièce. Verrouille la porte derrière moi. »« Maman, non !»« Maintenant, Amelia. »
Sa voix fut plus dure qu'elle ne l'avait voulu. « Verrouille, et n'ouvre à personne d'autre qu'à moi ou à Damian. » Elle referma la porte, entendit le verrou s'engager, puis sprinta vers les escaliers du sous-sol. Le rez-de-chaussée était un chaos organisé. 2 gardes tiraient depuis les fenêtres. Un autre criait des coordonnées dans une radio. De la fumée emplissait l'air, provenant de quelque chose qui brûlait à l'extérieur. Léna attrapa le garde le plus proche. Elle ne connaissait pas son nom. « Portail arrière! Ils sont en train de forcer le portail arrière. » Il se retourna, l'évalua en une fraction de seconde, puis parla dans sa radio. « Contacte la position arrière. Hostiles à l'entrée de service. » Mais Léna pouvait voir sur le moniteur le plus proche que personne n'était assez près. Les 3 silhouettes avaient bien sectionné le verrou. Le portail s'ouvrait. Elle courut à la cuisine, saisit le plus grand couteau du bloc, puis se dirigea vers la porte arrière. Elle n'avait aucun plan, aucune formation, juste le courage désespéré d'une mère et la certitude que si ces hommes entraient, Amelia était leur cible. La porte arrière menait à un vestiaire et une entrée de service. Léna se posta derrière la porte, le couteau serré à 2 mains, son cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait lui transpercer les côtes. Elle entendit des bottes sur le gravier, des chuchotements dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Du russe, peut-être. La poignée de porte tourna. Chaque instinct lui hurlait de fuir, de se cacher, de retourner auprès d'Amelia. Mais elle tint bon. La porte s'ouvrit. Un homme en tenue tactique franchit le seuil, son arme levée, balayant la pièce du regard. Léna n'hésita pas. Elle se lança en avant et percuta la porte de son épaule, le piégeant entre la porte et l'encadrement. Il grogna de douleur, son arme cliquetant sur le sol. « Contact !» cria-t-il à son équipe. Mais Léna hurlait déjà. « Ici! Ils sont là! À l'entrée arrière !» L'homme tenta de lever son arme, mais Léna la repoussa d'un coup de pied. Elle n'était pas une combattante, n'avait jamais été impliquée dans un vrai combat de sa vie. Mais la terreur et l'instinct maternel la rendirent féroce. Elle porta un coup de couteau, non pour tuer, mais pour le repousser, faire du bruit, gagner du temps. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Marcus apparut le premier, arme au poing, saisissant la scène instantanément. Il tira une fois, non pas sur l'homme avec lequel Léna se débattait, mais au-delà de lui, vers la porte ouverte où ses coéquipiers tentèrent de pénétrer. 2 autres gardes de Damian arrivèrent, et l'entrée arrière devint soudainement une zone de feu intense. Les assaillants à l'extérieur reculèrent, traînant leurs blessés, hurlant des ordres. Marcus agrippa Léna et la tira derrière lui. « Retourne dans la chambre forte, maintenant. » Mais l'assaut commençait déjà à se dissiper. Les attaquants à l'avant, réalisant que leur diversion avait échoué et qu'ils étaient si flanqués, commencèrent à reculer. Les coups de feu devinrent sporadiques, puis cessèrent complètement. Des sirènes hurlaient au loin. Quelqu'un avait appelé la police. La vraie, cette fois. « Ils battent en retraite », rapporta un garde de l'avant. « Ils regagnent leur véhicule. » Damien apparut. Son visage était maculé de suie. Une coupure au-dessus de son sourcil saignait. Ses yeux trouvèrent immédiatement Léna. « Tu étais censé être dans la chambre forte. » Il passait par le portail arrière. Personne ne surveillait. Sa voix trembla. « Je ne pouvais pas les laisser. » Amelia était en bas. Elle ne termina pas sa phrase. Ses jambes cédèrent. Marcus la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Elle nous a sauvés, » dit Marcus d'une voix basse. Elle les a repérés sur le moniteur, a alerté, puis les a retenus à la porte jusqu'à ce que nous puissions intervenir. Sans elle. Il ne termina pas sa phrase. Damian la fixa, une expression indéchiffrable sur son visage. Puis il s'agenouilla près d'elle, prenant son visage entre ses mains, vérifiant ses blessures. « Tu saignes !» Léna baissa les yeux. Sa main était coupée. Elle avait serré la lame du couteau à un moment donné sans s'en rendre compte. Du sang gouttait sur le sol. « Ce n'est rien, » murmura-t-elle. « C'est tout. » La voix de Damian était rauque. « Tu as repéré leur stratégie. Tu nous as avertis. Tu les as tenus à distance. » Il fit une pause. « Tu as sauvé des vies ce soir. » Léna commença à trembler. Choc, adrénaline, peur, tout la frappait à la fois. « Amelia, j'ai besoin... » « Je vais la chercher. » Damian se leva. « Marcus, pense sa main. Et que quelqu'un balaye le périmètre. Je veux savoir s'ils ont laissé des surprises derrière eux. » Il disparut vers le sous-sol, et Léna se permit enfin de s'effondrer, le couteau cliquetant en s'échappant de sa main. Elle l'avait fait. Elle avait gardé sa fille en sécurité, prouvé qu'elle n'était pas juste une victime impuissante. Mais alors que l'adrénaline s'estompait, une pensée se cristallisa avec une terrible clarté. Ce n'était pas terminé. Les Vulov venèrent de déclarer la guerre. Au lever du jour, la maison sécurisée ressemblait à une scène de crime.
Des impacts de balles constellaient les murs extérieurs. Des éclats de verre brisés scintillaient sur le sol. Des traces de brûlures dues à l'explosion noircissaient l'allée. La police était venue et repartie, recueillant des témoignages, photographiant les dégâts, prétendant ignorer la nature exacte de cette maison et l'identité de son propriétaire. Léna était assise à la table de la cuisine, sa main bandée lancinante, observant Amélia dormir sur le canapé. Sa fille avait pleuré pendant 20 minutes après que Damian l'eut ramenée de la chambre forte. Puis, l'épuisement l'avait vaincue. Désormais, elle dormait, le pouce dans la bouche, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis deux ans. « La police a avalé l'histoire ?» demanda Marcus à Damian dans le couloir. Léna les entendait distinctement. Une invasion de domicile, interrompue par la sécurité. Il ne se soucie pas d'aller plus loin, répondit Damian d'une voix lasse. Victor était malin. Ces hommes ne portaient aucune marque d'identification, n'ont laissé aucun corps, ont emporté leurs blessés. Rien pour relier cela à lui. Sauf que nous savons. Des pas approchèrent. Damian apparut dans l'embrasure de la cuisine. Deux tasses de café à la main. Il en posa une devant Léna et prit place en face d'elle. « Tu devrais te reposer, dit-il. »« Toi aussi, tu devrais te reposer, » a-t-elle murmuré en désignant du menton les points de suture au-dessus de son sourcil, œuvre de l'un de ces hommes qui semblait avoir des compétences d'infirmier de campagne. Combien de points? Elle a eu pire. Ils sont restés silencieux un instant, trop excités pour dormir, mais trop exténués pour faire grand-chose d'autre. Le calme régnait désormais dans la maison, à l'exception des gardes qui évaluèrent les dégâts et recherchèrent des dispositifs de surveillance. « Merci, » a dit Damian finalement, « pour ce que tu as fait ce soir. Je n'ai pas fait ça pour toi, je l'ai fait pour ma fille. Je sais, mais tu as tout de même sauvé des vies. Mes hommes, peut-être moi y compris, cette brèche de la porte arrière. » Il a hoché la tête. C'était ça, le vrai plan de Victor. L'assaut frontal n'était que du bruit. Si tu ne l'avais pas repéré... La voix de Léna est devenue calme. Ne fais pas de moi quelque chose que je ne suis pas. Je ne suis pas brave. J'étais terrifié. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Damian a croisé son regard. Tu avais toutes les raisons de t'enfermer dans cette pièce sécurisée et de te cacher. Personne ne t'aurait blâmé, mais tu as vu une menace et tu l'as affrontée. J'ai pris un couteau de cuisine. Je sais à peine de quel côté le tenir. Tu as tenu la ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Dans mon monde, cela fait de toi un soldat. Il a fait une pause. Plus que cela, tu penses de manière tactique. Tu as repéré la diversion alors que mes propres hommes l'ont manqué. Ce genre de conscience, cet instinct, la plupart des gens ne l'ont pas. Léna a baissé les yeux vers sa main bandée. Dans mon monde, je prends soin des gens. Je ne les combats pas. Peut-être que vos mondes sont plus proches que tu ne le penses. Tu protèges, moi aussi, juste avec des méthodes différentes. Elle ait voulu argumenter, maintenir la distance entre eux, le garder dans la case « criminel » pour ne pas avoir à reconnaître son humanité. Mais après cette nuit, après l'avoir vu coordonner ses hommes, après avoir vu le soulagement sur son visage quand il a retrouvé Amélia indemne, ces catégories devenaient difficiles à maintenir. « Que se passe-t-il maintenant ?» a-t-elle demandé. L'expression de Damian s'est durcie. « Maintenant, je m'assure que Victor regrette la nuit dernière. Je m'assure qu'il comprenne qu'attaquer toi était la pire erreur qu'il aurait pu commettre. Plus de violence. Une violence stratégique, calculée, précise. » Il a sorti son téléphone, lui a montré une carte couverte de marqueurs. Victor a 12 opérations primaires dans cette région. Des routes d'expédition, des façades de blanchiment d'argent, des réseaux de raquets de protection. Au cours des deux prochaines semaines, je vais démanteler systématiquement chacune d'entre elles. Parce qu'il est entré chez moi et a essayé de prendre ce que je protège, parce qu'il a mis en danger un enfant, parce qu'il doit apprendre que certaines lignes ne doivent pas être franchies. La voix de Damian était froide, une fureur contrôlée. Au moment où j'aurai terminé, il sera tellement occupé à essayer de sauver sa propre opération qu'il n'aura plus de ressources à te consacrer. Léna a étudié la carte. Chaque marqueur représentait quelque chose d'illégal, quelque chose qui blessait les gens. Mais chaque marqueur représentait aussi le pouvoir de Victor Vulov, et Damian allait tout détruire. Vous allez déclencher une guerre. La guerre a commencé quand il a pris ses photos sur l'autoroute 47. La nuit dernière n'était que la première bataille majeure. Damian a rangé son téléphone. Mais cela se termine d'une manière ou d'une autre. Soit Victor accepte ton statut de personne sans importance et recule, soit il perd tout en essayant de prouver le contraire. Et s'il ne recule pas ?
Le silence de Damian a suffi comme réponse. Au cours des plusieurs heures suivantes, Léna a observé la transformation de Damian. L'homme qui avait montré de la douceur avec Amélia, qui avait promis de la garder en sécurité, a disparu derrière un masque de froideur calculatrice. Il a passé 3 heures en appels chiffrés, parlant en code, mais avec une autorité incontestable. Des pièces ont bougé sur son échiquier, des opérations ont été lancées, des hommes ont été déployés dans des lieux que Léna ne connaîtrait jamais. Cible alpha compromise, a rapporté Marcus. Notre entrepôt sur Dock Street, perte totale. Cible Charlie ensuite, a ordonné Damian. Frappez-les avant qu'ils ne puissent relocaliser leurs actifs. Carlo est arrivé en milieu de matinée avec une tablette pleine de mises à jour. Léna n'a pas pu entendre toute la conversation, mais elle a saisi des fragments, des conteneurs saisis, des comptes gelés. Trois de ses lieutenants ont changé de camp. Damian était en train de démanteler l'empire de Victor, pièce par pièce, et il le faisait avec une précision chirurgicale. « Est-ce que ça te dérange ?» a demandé Léna lorsque Damian est sorti de son bureau plusieurs heures plus tard. Détruire le travail de quelqu'un. Il a d'abord essayé de détruire le tien. Il a terrorisé une mère célibataire et sa fille de 6 ans à cause d'une fausse supposition. Les yeux de Damian étaient durs. Je dors bien la nuit. Et les gens qui travaillent pour lui, ceux qui perdront leur emploi, leurs moyens de subsistance, ils ont fait le choix de travailler pour Victor Vulov. Les choix ont des conséquences. Il a fait une pause et quelque chose dans son expression s'est légèrement adouci. Mais si cela aide, la plupart de ce que je démantèle ne blesse pas les civils. Expéditions illégales, distribution de drogue, trafic d'armes. Je ne cible pas les supermarchés et les pressings. C'était une distinction, a supposé Léna, une mince distinction, mais elle existait. Ce soir-là, alors qu'Amélia colorait à la table de la cuisine, Damian était assis en face d'elle, son ordinateur portable ouvert, coordonnant toujours son offensive. Mais il a levé les yeux quand Amélia a brandi son dessin. « Celui-ci est pour toi », a-t-elle dit timidement, « pour te remercier de nous avoir protégés. C'était un dessin d'une maison. Cette maison, a réalisé Léna, avec des bonhommes allumettes à l'intérieur. 2 adultes, 1 enfant. Une famille qui n'était pas une famille. Damian a pris le dessin avec précaution, comme s'il était fait de verre. « C'est magnifique, Amélia. Merci. Tu as des enfants ?» a demandé Amélia, avec la curiosité directe des enfants de 6 ans. « Non, je n'en ai pas. »« Pourquoi pas ?» a commencé Léna, mais Damian a levé la main. « Parce que ma vie n'est pas sûre pour des enfants. Je travaille dans un endroit dangereux, avec des gens dangereux. Ce ne serait pas juste pour eux. »« Mais tu nous protèges », a fait remarquer Amélia, avec la logique enfantine. « C'est différent. C'est ma responsabilité parce que j'ai fait une erreur. Mais avoir mes propres enfants... » Il a jeté un coup d'œil à Léna, quelque chose d'insondable dans ses yeux. Ce serait un choix. Et je ne peux pas faire ce choix en toute bonne conscience. C'était la chose la plus honnête qu'il ait jamais dite, a pensé Léna. Pas une justification ou une défense, juste la vérité. Son monde était la violence, et il le savait. Plus tard, après qu'Amélia soit couchée, Léna a trouvé Damian debout près de la fenêtre, le dessin d'Amélia à la main. « Tu la respectes, » a dit Léna. « Ma fille, tu ne l'as pas prise de haut. Elle mérite le respect. » Il a posé le dessin sur la table avec précaution. « Toi aussi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit plus tôt, que tu n'es pas courageuse. Mais je pense que tu te trompes. Nous avons déjà eu cette conversation. Pas cette partie. » Il s'est tourné vers elle. « Tu es une mère célibataire qui élève un enfant seul, qui travaille 12 heures par jour, qui joint les deux bouts, qui construit une vie à partir de rien. Cela demande un type de courage différent de ce que je fais, un courage quotidien, soutenu et peu glamour. » Léna a senti sa gorge se serrer. « Je ne fais que ce que je dois faire. Moi aussi. » Les regards se sont croisés. Peut-être est-ce là notre point commun. Nous protégeons ce qui nous est cher, quel qu'en soit le prix. À ce moment-là, Léna l'a vu clairement, non pas comme un criminel ou un sauveur, mais comme un homme pris dans le même piège qu'elle, faisant des choix impossibles dans une situation impossible. « Je ne te fais toujours pas confiance, » a-t-elle dit. « Bien, » a répondu Damian, « la confiance est dangereuse dans mon monde, mais le respect... » Il a souri légèrement. « C'est quelque chose que nous pouvons tous les deux nous permettre. » Semaine 1. Victor Vulov a perdu son centre de distribution principal. 3 routes d'expédition et 2 de ses lieutenants les plus fiables. Semaine 2. Son opération de blanchiment d'argent s'est effondrée lorsque des agents fédéraux, informés via des canaux anonymes, ont perquisitionné simultanément 4 de ses entreprises de façade. Semaine 3.
3. La moitié de son équipe restante a fait défection ou a disparu, ne voulant pas couler avec une embarcation en perdition. Lena a observé le déroulement depuis la maison sécurisée comme un glissement de terrain au ralenti. Le téléphone de Damien sonnait constamment avec des mises à jour. Des cartes sur son ordinateur portable montraient des croix rouges apparaissant sur les opérations de Victor, l'une après l'autre. Un démantèlement systématique d'une précision quasi chirurgicale. Cible écho neutralisée, a rapporté Carlo un matin. Le dernier entrepôt de Vulov est à nous maintenant. Il n'a plus que des opérations de rue et ce qu'il peut transporter dans une mallette. Damien a hoché la tête, sans expression, mais Lena a vu la satisfaction dans ses yeux. Maintenez la pression. Je veux qu'il comprenne que cela se termine quand je dis que cela se termine. La vie dans la maison sécurisée a trouvé un rythme étrange. Les murs endommagés ont été réparés. La sécurité a été triplée. Mais à mesure que le pouvoir de Victor s'effondrait, le niveau de menace diminuait. Plus d'attaques exploratoires, plus de drones. Les observateurs dans les bois ont disparu. Amelia s'est adaptée avec la résilience de l'enfance. Elle a créé des jeux élaborés, construit des forts en coussins, et s'est appris à dessiner des papillons avec une précision croissante. Elle posait moins de questions sur le moment où ils rentreraient de chez eux, acceptant cette nouvelle normalité avec une flexibilité que Lena enviait. « Damien est comme mon papa ?» a demandé Amelia un après-midi alors qu'elle faisait des biscuits, une scène domestique qui semblait surréaliste compte tenu de leurs circonstances. Les mains de Lena se sont immobilisées dans la pâte à biscuits. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce qu'il est souvent là, et il nous protège comme les papas sont censés le faire. Ce n'est pas ton papa, ma chérie, c'est quelqu'un qui nous aide à traverser une période difficile. Mais je l'aime bien. » La voix d'Amelia était petite. C'est normal. Lena a serré sa fille contre elle. De la farine les poudrait toutes les deux. « Oui, mon bébé, c'est normal d'aimer les gens qui sont gentils avec toi. » Mais la question était restée nichée dans la poitrine de Lena comme une écharde. Amelia s'attachait. Et quand tout cela serait fini, quand il s'éloignerait né comme Damien l'avait promis, ce serait une autre perte à gérer pour sa fille. À la semaine 4, Victor Vulov était désespéré. « Il essaie de nous joindre par des intermédiaires », a dit Marcus à Damien lors d'une de leurs réunions stratégiques. Lena était dans la pièce d'à côté, mais elle a pu entendre chaque mot. Il veut négocier des conditions, dit qu'il est prêt à accepter que la femme Harper ne soit personne. Qu'est-ce qu'il offre? Des concessions de territoire, 3 pâtés de maison au centre-ville, des droits d'expédition exclusifs sur le corridor sud et une garantie de non-représailles pour l'assaut de la maison sécurisée. Il offre ce qu'il n'a plus le pouvoir de livrer. Le rire de Damien était froid. Dis-lui que les seules conditions que j'accepterai sont un retrait total de mes territoires et une reconnaissance formelle de sa part qu'il a sciemment visé une civile sans justification. C'est une humiliation majeure pour lui, une perte de prestige colossale. Ses subordonnés restants percevront cela comme une marque de faiblesse. C'est précisément mon objectif. Je veux que chacun sache ce qui arrive à quiconque s'attaque à une personne placée sous ma protection. Lena apparut dans l'embrasure de la porte. « Et s'il ne cède pas ?» Les deux hommes se tournèrent vers elle. Le visage de Damien demeurait impénétrable. Alors, cette confrontation perdurera jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Plus de violence, plus de destruction. Cette décision lui appartient, pas à moi. Je lui ai d'offert une échappatoire. S'il est trop fier pour la saisir, c'est son problème. Mais Lena décelait la fatigue dans ses traits, le poids de 4 semaines de guerre incessante. Cette situation l'affectait également, même s'il ne l'admettait jamais. Victor Vulov accepta les conditions de Damien un mardi, 2 matin. La reconnaissance officielle fut transmise par les canaux criminels établis. Une déclaration enregistrée, avouant avoir poursuivi une civile innocente en raison d'informations erronées. Elle allait inévitablement circuler dans la pègre, marquant de manière indélébile la réputation de Victor. Associée à ses pertes territoriales, cette addition mettait un point final à son statut de puissance majeure. « C'est terminé », annonça Damien à Lena ce soir-là. « Victor a publiquement déclaré que tu n'étais personne. S'en prendre à toi maintenant le ferait paraître encore plus faible qu'il ne l'est déjà. » Lena sentit la nouvelle comme un choc physique. Terminé. Après 4 semaines vécues dans l'incertitude, tout était vraiment fini. « Alors, nous pouvons rentrer chez nous ?» Damien hésita. « Pas dans ta propre maison. Victor a peut-être admis son erreur, mais cela ne signifie pas que tout le monde dans son organisation l'acceptera facilement. Certains de ces hommes pourraient encore nourrir des rancunes, te percevant comme une affaire inachevée. Alors, où allons-nous ?
Nouvelle ville, nouvelles identités, un nouveau départ. Il sortit une chemise, l'ouvrit pour dévoiler des documents, des actes de naissance, des cartes de sécurité sociale, tous avec des noms différents. J'ai des personnes spécialisées là-dedans. Tu seras Emily Ross, enseignante de l'Ohio, mutée pour travailler. Amelia deviendra Sophie. Des antécédents vierges, des historiques vérifiables, tout ce dont vous avez besoin. Lena fixa les documents, ces noms qui allaient effacer son existence. Je disparais juste, je laisse tout derrière moi. C'est l'option la plus sûre. Victor est neutralisé, mais le monde dans lequel j'évolue a une mémoire tenace. De cette manière, tu seras vraiment libéré de tout ça. Et ma mère, mon frère Marcus, le vrai, mes amis, tu pourras les contacter à terme, une fois que suffisamment de temps se sera écoulé, mais pour la première année, une rupture nette est plus prudente. La voix de Damian s'adoucit. Je sais que ce n'est pas juste, je sais que tu perds plus que tu ne devrais, mais tu seras en vie. Amelia sera en sécurité. Lena songea à sa petite maison avec ses jardinières fleuries, son emploi à l'hôpital, le café où tout le monde connaissait sa commande, la vie qu'elle avait patiemment construite après le départ du père d'Amelia. Tout cela s'envolait. Où ? Demanda-t-elle doucement. À Denver. Bonnes écoles, excellent système hospitalier, tu pourras poursuivre ta carrière d'infirmière. J'ai déjà établi tes qualifications, vérifié ton permis sous ton nouveau nom. Tu auras 6 mois de frais de subsistance et un compte crédité. Suffisamment de temps pour trouver un emploi et t'installer. Tu as pensé à tout. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Damien referma la chemise. Vous partez dans 3 jours. Cela nous laisse le temps de vous briefer sur votre nouveau passé. Assurez-vous d'être à l'aise avec cette nouvelle identité. 3 jours avant que tout ne change de nouveau. Ce soir-là, Lena trouva Damien à son poste habituel, près de la fenêtre, contemplant l'obscurité. « Merci, dit-elle, d'avoir tenu ta promesse, de nous avoir maintenus en vie. Je t'ai dit que je tenais mes promesses. Seras-tu bien après notre départ ?» La question sembla le surprendre. « Je vais toujours bien. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Damien se tourna vers elle, et pour un instant, le masque glissa. Elle y perçut sa solitude, l'isolement de vivre dans un monde où la confiance était une monnaie et la trahison la norme. « Elle va me manquer, » dit-il doucement. Amelia, ses dessins, ses questions, son rire. Il marqua une pause. « Et il me manquera d'avoir quelqu'un qui me regarde comme si j'étais capable d'être plus que ce que je suis. Tu es plus que ce que tu es. Peut-être. Ou peut-être n'as-tu vu que ce que tu avais besoin de voir pour survivre à tout cela. » Il s'éloigna de la fenêtre. 3 jours, Lena. Ensuite, tu retrouveras ta vie. Un nom différent, une ville différente, mais ta vie. C'est tout ce qui compte. Il la laissa debout. Lena réalisa qu'en 4 semaines passées dans son univers, quelque chose avait changé. Elle ne lui faisait pas confiance, et probablement ne le ferait jamais. Mais elle le comprenait. Et la compréhension était parfois plus complexe que la confiance. 6 semaines plus tard, Emily Ross était assise dans une cabine d'angle d'un petit café du centre-ville de Denver, observant l'agitation matinale à travers les baies vitrées. Les montagnes s'étendaient au loin, magnifiques et enneigées. Un nouveau départ à bien des égards. Amelia, Sophie, maintenant, mais Lena se trompait encore parfois, était à sa nouvelle école, 3, pâté de maisons plus loin. L'école primaire Riverside, de bons enseignants, des classes peu nombreuses, un terrain de jeu où les enfants riaient sans peur. Sa fille s'était adaptée plus vite que Lena ne l'avait imaginé, se faisant des amis, ramenant des dessins avec son nouveau nom fièrement affiché. Lena sirota son café et vérifia son téléphone. Aucun message. C'était devenu la norme. Son ancien numéro était déconnecté, ses anciens contacts inaccessibles. La femme, nommée Lena Harper, n'existait plus que dans les souvenirs et les dossiers hospitaliers archivés. La porte du café s'ouvrit. Lena le sentit avant de le voir. Cette conscience particulière qu'elle avait développée après 4 semaines passées à vivre dans son monde. Damien Vezeri entra, vêtu d'un jean et d'une veste en cuir, ressemblant à tout sauf au chef de la mafia qui avait démantelé un empire. Il aurait pu être n'importe qui. C'était probablement le but. Il la repéra immédiatement, traversa le café et se glissa dans la banquette en face d'elle. « Tu es venu, » dit Lena. « Tu me l'as demandé. » Il balaya le café du regard, une vieille habitude évaluant les sorties et les menaces. « Comment tu tues en train de t'installer ?»« C'est étrange. Étrangement bien. Sophie adore son école. Je commence à Denver General la semaine prochaine.
Ils pensent que je suis une infirmière de l'Ohio avec 5 ans d'expérience aux urgences, ce qui est techniquement vrai, juste sous un nom différent. Et toi, comment vas-tu? Lena réfléchit à la question. Je m'adapte. Parfois j'oublie et je prononce presque mon vrai nom. Parfois, je vois une voiture noire et mon cœur s'arrête. Mais la plupart du temps, elle esquissa un léger sourire. La plupart du temps, je suis reconnaissante d'être de nouveau ennuyeuse. L'ennui te convient? Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une observation. Ils restèrent là silencieux un instant, le café vibrant de personnes ordinaires menant des vies ordinaires. Personne ici ne savait ce qu'ils avaient survécu. Personne ne connaissait la violence qui les avait réunis. « Je voulais te remercier, » dit finalement Lena, « d'avoir tenu ta promesse, de nous avoir protégés, de nous avoir donné cette chance. Tu n'as pas besoin de me remercier, tout cela est de ma faute depuis le début. Peut-être, mais tu aurais pu t'en aller, aurais pu décider que nous n'en valions pas la peine. » Elle rencontra son regard. « Tu ne l'as pas fait, ça signifie quelque chose. » L'expression de Damian s'adoucit légèrement. « Sophie m'a envoyé quelque chose. » Quelques jours auparavant, il sortit son téléphone et lui montra une photo. C'était l'un des dessins de papillons d'Amelia, photographié et envoyé par un canal crypté que Lena ne comprenait pas. Sa fille avait écrit au bas du dessin, d'une écriture soignée, « Merci d'être courageux ». La gorge de Lena se serra. Elle voulait te dire au revoir. Je ne pouvais pas lui dire comment te contacter. Alors c'est Marcus qui l'a aidé. Il a un faible pour les enfants. Damian rangea son téléphone. Dis-lui que je le garderai. Que ça signifie plus qu'elle ne le sait. Je le ferai. Un nouveau silence s'installa, plus lourd cette fois. Ils savaient de tous les deux ce qui allait suivre. C'est un adieu, dit Lena. Oui, il le faut. Mon monde est le tien. Ils ne peuvent plus se chevaucher. Pour ta sécurité, pour l'avenir de Sophie. Je sais. Lena tendit la main à travers la table et la posa sur la sienne. Juste un instant. Je ne sais toujours pas si tu es un homme bon qui fait de mauvaises choses, ou un homme mauvais qui a fait une bonne chose. Est-ce que cela a de l'importance? Non. Je suppose que non. Elle retira sa main. Je veux juste que tu saches que, dans une autre vie, dans d'autres circonstances, je crois que nous aurions pu être amis. Le sourire de Damian était authentique, chaleureux et étrangement triste. Dans une autre vie, j'aurais peut-être mérité cela. Il se leva, déposa de l'argent sur la table pour son café et boutonna sa veste. Un instant, il parut vouloir dire quelque chose de plus. Puis, il hocha simplement la tête une fois et se dirigea vers la porte. Lena le regarda partir. Cet homme qui avait bouleversé sa vie, puis l'avait méticuleusement reconstruite sous une forme différente. La porte se referma derrière lui. Par la fenêtre, elle le vit monter dans une berline qui l'attendait. Pas de SUV, rien d'ostentatoire. En quelques secondes, il avait disparu, se fondant dans le trafic de Denver, comme s'il n'avait jamais été là. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu qui s'effacerait dans 60 secondes. « Soyez en sécurité, soyez heureuse, oubliez-moi. » Lena répondit rapidement. « Merci pour tout. J'espère que vous trouverez la paix. » Elle regarda les messages disparaître, la conversation s'effaçant de l'existence. Dehors, le monde continuait. Des parents emmenaient leurs enfants à l'école. Des hommes d'affaires se pressaient vers leur bureau. La vie avançait comme toujours, indifférente aux petits drames qui changeaient à jamais les vies individuelles. Lena termina son café, quitta le café et se dirigea vers son nouvel appartement. Ce soir, elle cuisinerait le dîner, aiderait Sophie avec ses devoirs, et peut-être lui lirait une histoire avant de dormir. Demain, elle commencerait son nouveau travail, rencontrerait de nouveaux collègues, établirait de nouvelles routines. Elle n'oublierait pas ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas oublier, mais elle irait de l'avant. Un simple message envoyé au mauvais numéro l'avait plongée dans un cauchemar, mais il lui avait aussi révélé une force insoupçonnée, un courage qu'elle ne savait pas posséder. Il avait mis sur son chemin un homme qui avait sacrifié des parties de lui-même pour la maintenir entière. Ce n'était pas une histoire d'amour, pas un conte de fées, juste deux personnes dont les vies s'étaient heurtées par accident, qui s'étaient protégées malgré des obstacles insurmontables, qui se séparaient, en sachant qu'elles avaient été à jamais transformées. Lena Harper n'existait plus. Emily Ross s'avança vers la lumière du soleil, portant en elle les souvenirs de l'obscurité, reconnaissante pour la monotonie des jours et la sérénité des nuits. Parfois, cela suffisait. Parfois, cela représentait tout.